Est-ce qu'il existe vraiment des interférences entre le travail d'endurance et l'entraînement en force? Dans cet épisode, j'accueille pour la deuxième fois Clément Goudin, ancien champion de France de force athlétique, qui a exploré le transfert des qualités de cardio par rapport à son entraînement et sa performance en force athlétique. Dans cet épisode, on parle notamment de l'hyperspécificité de l'entraînement, de comment savoir quand tu en fais trop, pourquoi l'endurance est indispensable même dans un sport de 1 RM, quelles idées de planification de l'endurance Clément utilise aujourd'hui avec ses athlètes et ses sportifs, et bien plus. Cet épisode est soutenu par All You Need Nutrition, la marque de compléments alimentaires made in France pour ceux et celles qui s'entraînent sérieusement. Donc si tu veux couvrir tes besoins en vitamines et minéraux avec leur One ou complémenter ton apport en protéines avec leur Whey de haute qualité, utilise le code UPSIDE, UPSIDE sur ta prochaine commande pour bénéficier de 10% de rabais. Encore une fois, utilise UPSIDE, UPSIDE avec All You Need Nutrition. Et maintenant, sans plus attendre, voilà mon échange avec Clément Goudin. Clément, depuis qu'on s'est parlé en podcast il y a plus de 4 ans maintenant, qu'est-ce que tu as le plus changé dans ton entraînement? Ça, c'est une grosse question. Qu'est-ce que j'ai le plus changé dans mon entraînement? Alors, clairement, c'est l'ajout du cardio. Ou- Ça, on en avait discuté pas mal de fois. Alors, pas dans le podcast, mais on en avait discuté pas mal de fois sur Insta et tout. Et c'est vrai que l'ajout du cardio dans mon entraînement, etc., bah, ça a vraiment changé énormément de choses. Et autant, quand on a fait le podcast en 2021, là, je en faisais pas du tout. Ou vraiment extrêmement peu. Et là, maintenant, j'en fais beaucoup, peut-être même beaucoup trop. Bah écoute, ça va être l'occasion d'en parler. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, Clément, donc j'encourage tout le monde à aller écouter notre podcast ensemble. Ça date un petit peu, 2021, comme tu l'as dit, épisode 120. Donc je mettrai le lien dans la description du podcast pour que les gens puissent aller creuser. Donc pour revenir un petit peu sur tout ça, parle-nous d'abord de comment tu t'entraînais avant. Comment tu t'entraînais en 2021, même avant ça. Et qu'est-ce qui faisait que, par rapport à maintenant, pour toi, l'endurance n'avait pas forcément sa place ou c'est même pas quelque chose que tu avais considéré dans ta pratique et parle forcément aussi du sport que tu pratiques pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors déjà, je fais de la force athlétique. Donc, l'objectif, c'est de soulever des charges lourdes sur une rep. Donc, au squat, au développé couché, au soulevé de terre. Euh, et bah, ça peut paraître contre-intuitif, du coup, de mettre du travail cardio parce que c'est quand même assez éloigné de l'effort demandé. Et avant, donc, bah, quand on s'était vu en 2021. J'ai commencé pas très longtemps après le podcast à en inclure du travail cardio, mais à ce moment-là, j'en mettais pas Mhm. forcément. Et c'est vrai que j'avais une approche qui était beaucoup plus spécifique, mais plus spécifique aussi bien dans bah, le fait de mettre essentiellement des mouvements de compétition et puis de monter lourd, de pas mettre beaucoup de cardio, etc. Mais aussi au niveau de la spécificité des mouvements et du travail un petit peu accessoire, etc., etc. C'est-à-dire que même si je faisais beaucoup d'exos de musculation, beaucoup d'exos comme ça, je me suis rendu compte qu'avec j'avais un entraînement qui était un petit peu trop spécifique et petit à petit, bah, j'ai perdu des capacités et des compétences sur des patterns de Mhm. base. Et bah, ça a commencé à entraîner des compensations, puis des douleurs, puis des blessures, puis tout ça. Et ce qui m'a permis un peu de sortir de ça, ça a justement été d'être moins spécifique, de mettre du cardio et de mettre plus de variété de mouvements et de retrouver un petit peu des fonctions et des patterns que j'explorais plus du tout. Et ça m'a permis de relancer une progression, de sortir un petit peu des douleurs, etc. Donc ça a été assez C'est bénéfique. intéressant, tu dis que même avec le travail accessoire que tu faisais, tu étais quand même trop spécifique. Tu veux dire quoi par là? C'est que même quand tu faisais, par exemple, des mouvements plutôt axés hypertrophie, monoarticulaire, que tu avais toujours trop en tête l'objectif de compétition? Non, mais alors pas nécessairement ça, mais si tu veux, t'as des petits muscles à la con, des Hmm. stabilisateurs de hanches, des choses comme ça que t'as beau faire des exos accessoires, tu vois, moi, faire des fentes, faire un squat bulgare, faire des choses comme ça. Si tu vas pas, quand tu fais 3 4 squats par semaine, avec de la charge et parfois en poussant un petit peu trop l'intensité, trop fréquemment, etc., en polarisant pas assez ta semaine, bah t'as beau faire un ou deux exos unilatérales, bah si tu vas pas spécifiquement travailler ta rotation interne de hanche, bah en fait tu perds Hmm. ta rotation interne de hanche.
Et ça, c'est des trucs que j'allais pas forcément faire, tu vois, aller travailler spécifiquement ma rotation interne de hanche ou d'autres fonctions comme celle-ci. Et bah avec des soucis que ça a pu engendrer, etc. Et le fait de mettre du cardio, donc de mettre une plus grande variété de mouvements, tu vois, donc d'abord du vélo, ensuite de la course à pied, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Eh ben, en fait, le fait de remettre ces patterns de base qui sont quand même, qui sont très éloignés de ce que je faisais, bah, ça m'a permis d'avoir une forme de rééquilibrage et d'accumuler du volume sur des patterns nouveaux et de redébloquer des amplitudes. Ton passé sportif avant la force athlétique, c'était quoi? Si tu peux nous faire un petit peu le tableau. Moi, je viens principalement Ouais. du judo et jusqu'au Covid, je faisais du judo Mm. une fois par semaine, donc Covid de 2019-2020. J'y allais encore une fois par semaine et tout, et donc j'avais pas trop de problèmes. Et donc arrivé le Covid, j'ai arrêté d'y aller, bon bah parce que c'était pas accessible, etc., etc. Et je m'entraînais en muscu. Et puis en fait, je suis pas remonté Mm. sur un tapis depuis. Et au début, ça a été, et vers 2000, ouais, 2021, ça a commencé à merdouiller. En fait, j'avais pas identifié que c'était ça le problème. Et que c'était justement ce manque de variété de mouvement. Et tu vois, le fait d'avoir une activité annexe à ce moment-là, ça m'avait permis d'avoir du cardio, d'avoir de la variété de mouvement, etc. Parce que le judo, bah, tu bouges énormément dans plein de plans. Il y a énormément de travail de gainage dans différentes positions et tout. Donc c'est un super outil de mobilité. Et bon là, j'aimerais bien refaire du judo, mais je me dis qu'en n'ayant pas fait de judo depuis 5-6 ans, le risque de blessure serait un peu élevé quand même. Mais des fois, ça me tente quand même. Mais donc du coup, bah, en mettant d'autres activités, du cardio, etc., ça m'a relancé Ouais, justement. c'est intéressant cette histoire de variété, variabilité de mouvement, de cette capacité de mouvement Mm. générale au final, qui, encore une fois, est pas du tout liée en fait à la discipline dans laquelle tu veux performer, qui n'a pas besoin d'être liée d'une manière ou d'une autre. Ça a juste besoin de couvrir les bases que ton sport ne couvre pas en fait. Et c'est pas forcément quelque chose auquel on pense, comme tu l'as dit, toi tu avais le judo à côté, tu avais fait du judo pendant des années, donc ça t'a porté, on va dire, même après que tu aies arrêté pendant un temps, mais il est arrivé un moment où en fait le sport en lui-même, la force athlétique et ce que ça impliquait comme entraînement accessoire ne suffisait simplement plus pour maintenir santé articulaire, mobilité générale et bien-être au sens large, quoi. Et exactement, et ça pose vraiment la question de la spécificité de manière générale dans son ensemble. À savoir, bah, quand tu es trop spécifique, alors pour être très bon dans une activité, bah, il faut être spécifique sur ton activité, c'est une réalité. Mais le problème, c'est que quand tu es trop spécifique sur une activité, bah, tu deviens trop inadapté au reste et ça va venir se répercuter sur ton Mm. activité elle-même. Donc aussi bien au niveau des blessures, au niveau des capacités physiques et tout, mais aussi sur l'aspect psychologique. Parce que bah, tu sors jamais de ton prisme, tu as toujours la tête dans ton truc, dans ce que tu fais. Puis en plus, bah, moi c'est mon travail, donc t'en sors jamais, jamais, jamais. Et en fait, ça a un impact qui est assez pernicieux et que tu vois pas venir. Et tu penses mieux faire en étant plus spécifique et en te consacrant plus à ça, mais en fait, bah, en faisant tout à fond là-dedans, bah, ça te nuit au moyen et au long terme en fait. Ouais, c'est un constat que j'avais fait dans le CrossFit assez tôt et c'est traître au final parce que au début, quand tu es débutant dans quelque chose, forcément, tu as un potentiel d'adaptation et de réponse qui est énorme. Et en plus de ça, la spécificité va te faire progresser de ouf au départ. Et donc, en fait, tu peux jeter toutes tes billes dans le même panier et juste faire le taf là-dedans et t'envoyer dans le mur et ça va fonctionner, ça va fonctionner, ça va fonctionner. Quand ça fonctionne plus trop, t'en fais un petit peu plus, t'en fais un petit peu plus souvent, t'en fais un petit peu plus fort, ça continue de fonctionner. Et en fait, t'as cette transition qui est super difficile que tu vois pas venir et que t'as même pas envie de voir venir parce que t'as une stratégie qui est gagnante, t'en fais plus, ça paye, t'en fais plus, ça paye. Mais il y a un jour, ça suffit plus en fait, il faut complètement changer de mode opératoire. Et c'est très très difficile au final de se dire, ben ça c'est l'entraînement qui a fonctionné pour moi jusqu'ici, mais maintenant si je veux continuer à progresser, je peux plus opérer de la même manière en fait. Et ce qui est très vicieux, c'est que quand tu fais ça, tu creuses ton propre trou en fait. Et tu creuses, tu creuses, tu creuses, et puis tu le dis, ah ça, je me suis mis à moins progresser, donc j'en ai fait un peu plus, un peu plus fort. Donc, mais en fait, au lieu de sortir de ton trou, tu as juste creusé un peu plus ton trou. Et après, le truc, c'est que dans l'entraînement, il y a une forme d'inertie, de momentum, tu vois. Quand tu fais un truc, tu vas avoir ces bénéfices-là pendant un certain temps, même si tu réduis ce que tu as fait. Mhm. Mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est une épée à double tranchant.
oui, je vais avoir l'inertie des bénéfices, mais je vais avoir aussi l'inertie des effets néfastes. Hmm. Donc, ça va avec les inflammations, ça va avec... Ah ben, je comprends pas, ma périostite, ça fait 6 semaines que je traite tout bien et tout, mais ça passe pas. Bah ouais, mais peut-être parce que ta périostite, en fait, il y a une inertie dans ta douleur au niveau du périoste qui fait que t'as beau faire ton renfo, t'as beau avoir modifié ton volume d'entraînement, t'as beau faire les choses comme il faut, bah vu que t'as fait le con avant, bah ton périoste, il va chanter encore un petit moment et c'est normal que ça traîne, quoi. C'est marrant, ça me fait penser à enfin, un monde parallèle, on va dire, de celui de la santé, de la fatigue chronique et du burn-out notamment. Et quand les Mm. gens posent la question, souvent, parce que ma femme est passée par là malheureusement il y a quelques années, et la question c'est souvent, je suis au fond du trou, et combien de temps ça va me prendre pour en sortir en fait? Et la question à se poser, c'est ça fait combien de temps que tu creuses? Et ça fait combien Ouais, d'années c'est en ça. fait que tu es dans ce pattern et que tu empires les choses et que tu empires les choses et que concrètement, et c'est pas une règle, mais il faut se dire que ça va te prendre au moins autant de temps pour en ressortir que ça t'a pris pour creuser quoi. Mais c'est une discussion que j'ai souvent avec les gens qui sont en obésité ou en Ouais. surpoids et qui te disent ah, je fais tout bien, mais nanana, je perds pas de poids. Ben, t'as mis 5 ans, 10 ans, 15 ans avant de faire 30 ou 40 Mm. kilos de trop. Évidemment que c'est pas en 2 mois avec une diète calée en faisant du sport que tu vas contrebalancer 5, 10, 15 ans de mauvaises habitudes. Euh, et en fait, ça c'est vrai pour tout. C'est une discussion qu'on pourra avoir sur le Mm. microbiote, qu'on pourra avoir sur... tu parlais du burn-out et de la dépression et de tout ce qui est mental, mais mettre en place des schémas psychologiques qui sont différents et travailler sur soi, le développement personnel ou des choses comme ça, c'est des mécanismes. En fait, le problème c'est qu'il faut déconstruire avant de Mm. reconstruire quelque chose et il faut sortir d'un pattern pour sortir de l'inertie de ce pattern avant d'en relancer Ouais. un nouveau. Et puis bah, des fois, tu te trompes dans le nouveau pattern que tu lances. Et donc là aussi, tu as l'inertie de ce nouveau pattern. Et en fait, c'est une réflexion infinie et c'est une quête infinie du Et mieux tu faire. rajoutes à ça, je pense par exemple au contexte des douleurs chroniques. Et bah, moi, Mm. j'ai eu des faiblesses et des soucis au dos. J'ai une grosse hernie et des choses que j'ai traînées pendant beaucoup de temps. Et là, maintenant, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir de nouveau m'entraîner comme j'ai envie. Je peux pas encore tout faire, mais je peux faire tellement plus qu'avant. Et je me rends compte que, parce que ça fait 6 mois que j'entasse les petites briques de tous les jours, je fais ma routine tout- et même les jours où je sens que j'ai mal et j'ai envie de me dire oh putain c'est pire qu'avant, oh putain ça va arriver de nouveau, oh putain c'est pas bon, je dois me battre parce que je sais qu'il y a un tel pattern ancré de kinésiophobie, de peur du mouvement, de peur de se refaire mal, de peur de retomber dans. C'est un truc qui prend énormément de temps comment dire ça, à passer outre quoi. Et ça, il faut se donner le Mm. temps au final. Mais encore une fois, quand tu es dans l'exécutif de l'entraînement, quand tu as envie de progresser, quand tu as juste envie de devenir meilleur, t'as juste envie de faire le bon truc tout de suite et que ça marche tout de suite, quoi. Ouais, et puis ce que tu viens de dire là, c'est vrai, mais il y a aussi le côté, une fois que tu en seras sorti, parce que tu vas en sortir, vu que tu empiles les briques comme il faut, une fois que tu en seras sorti, faut pas penser que, ah bah c'est bon, j'en suis sorti, C'est c'est ça, fini. Non, c'est ça. tu en es sorti parce que tu as empilé toutes ces petites briques. Et le truc, c'est que si tu arrêtes d'empiler C'est ces ça. briques, bon, ben pendant un temps, ça va le faire. Donc tu vas te dire, ah ben cool, maintenant je peux refaire comme avant et tout, nanana, nanana. Sauf que ça va te rattraper. Mhm. Tu vas avoir l'inertie des petites briques que tu as empilées jusqu'à ce que ça s'arrête. Et là, tu vas payer l'inertie de j'ai refait à nouveau n'importe quoi, j'en ai à nouveau refait trop. C'est Einstein qui disait la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat C'est ça, différent. c'est ça. Et ben, c'est un petit peu ça, tu vois. À partir du moment où tu as mis un nouveau processus en route, et ben, il faut, si tu l'arrêtes et que tu recommences comme avant, ça va mal se passer. Et à l'inverse, ce qui a marché à un moment donné, ça veut pas dire que ça va marcher en permanence. Et bah, peut-être que ton processus, il va falloir le faire évoluer, le faire changer quand même parce que tes besoins, ils ont évolué. Mhm. Par rapport à ça, et toi, ta situation, tu as parlé du fait que ben, cette hyper spécificité, on va l'appeler, dans ton entraînement et dans ton focus sportif, t'a emmené vers des petits soucis, puis ensuite des blessures. Concrètement, ça s'est manifesté comment chez toi et quels étaient peut-être les signes avant-coureurs pour que ceux et celles qui écoutent puissent se rendre compte de comment les choses viennent tout petit à petit et qu'on s'en rend pas compte forcément au départ, mais que quand tu, peut-être avec le recul, tu te dis en fait c'était évident et je m'étais pas écouté comme il faut.
Ça va finir avec la citation de Niels van der Poel. Je Tu l'avais en veux, tête. Je l'avais en tête. tu veux la faire maintenant Je ou te pas? laisse la faire. Si tu la connais, je te laisse la faire. Je te laisse l'honneur. Il faut écouter ton corps qui te murmure si tu ne veux pas l'entendre Ah crier, putain, c'est c'est ça? beau. C'est de la musique pour mes oreilles, ça. Mais bah, c'est exactement ça. J'ai des petites Hmm. tensions. Bon, ah, vas-y, c'est pas Ouais. grave, ça va passer. Puis c'est vrai que ça a correspondu pour moi avec une période où bah, j'ai dépassé les 30 ans, tu vois. Mhm. Et bah, il y a une différence dans la récupération et dans plein de choses. Et bah, quand tu as moins de 30 ans, bah, tu as une petite douleur, effectivement. Bon, ça va passer. Tu t'entraînes quand même, ça passe, tu dors comme il faut, et puis ça revient pas. Et puis bah, je me suis retrouvé dans une situation où les petites douleurs, elles passaient pas forcément, et puis une petite douleur en appelait une autre, une compensation en appelait une autre. J'ai mal là, donc du coup, je surcharge un peu plus cette Hmm. haute zone, et ainsi de suite. Et si tu veux, c'est un peu la chaise musicale des Ouais. bobos, et au début, c'est que des bobos, donc tu t'en inquiètes pas. Et puis, bah, le sport de haut niveau, c'est aussi un petit peu faire avec les bobos, tu vois, quand tu as un objectif de performance, tu vas être obligé de composer dans une certaine mesure avec les bobos. Et, euh, et c'est difficile de savoir où est la limite, tu vois, Hmm. qu'est-ce qui est acceptable et ok, ça je peux quand même faire avec, et là ça devient trop. Et en fait, je me suis retrouvé dans une situation où, bah, pour le coup, j'écoutais rien, quoi. Hmm. Et bah, Niels van der Poel, hein, j'ai entendu mon corps hurler, avec beaucoup de douleurs à droite à gauche. Ça a été la hanche, ça a été un iléocostal déchiré, ça a été, j'ai déclaré un zona, enfin tu vois, ça a été plein de trucs comme Ouais. ça. Euh, et en fait, bah, quand tu mets tout bout à bout, quand tu réfléchis et que tu prends du recul, tu dis bah ouais, mais en fait, c'est normal, tu vois. Hmm. C'est comme le sportif qui tombe malade. Le sportif qui tombe malade, bah, normalement, si t'es en bonne santé, que t'es pas trop fatigué et que tout va bien, il y a peu ou pas de raison que tu tombes malade. Ouais. Donc, C'est un à signe. part si tu travailles dans une Ouais, crèche, ouais. bien sûr, Infection bien sûr. respiratoire, maladie, c'est un signe que ton système immunitaire est légèrement dans le dur. Et typiquement, ça a à Mm. faire avec une charge d'entraînement qui n'est pas adaptée à ta capacité de récupération. Voilà. Et tu vois, moi-même en tant que coach, ça, c'est des choses qui, euh, pour moi, un athlète qui tombe malade, alors même si on sait que la période novembre-décembre, il y a moins de soleil, il y a moins de tout ça, donc les gens ils vont avoir tendance à être un peu plus affaiblis par rapport à ça. Mais ça, c'est des choses que, avec mes athlètes, j'essaye Hmm. d'anticiper maintenant. Et quand on arrive sur des périodes charnières comme ça, de manière générale, je réduis un petit peu la charge d'entraînement de tout le Ok. monde. Parce que Tu peux parler un petit peu plus de ça je... justement parce que je pense que c'est sous-apprécié aujourd'hui. Je pense que les histoires de soleil, de lumière, de saison sont de plus en plus dans l'air du temps et les gens commencent on va dire, prêter attention à ça à juste titre parce que c'est l'horloge générale que l'on suit tous. Mais parle un peu plus de cette période charnière, octobre, novembre, qu'est-ce qui change et comment toi tu adaptes ah, les choses. euh, bah, l'hiver arrive, les journées Mm. sont plus courtes, l'angle du soleil par rapport à la Terre est moins favorable, du coup on a enfin dans l'hémisphère nord du moins, on a moins de vitamine D, etc. La vitamine D c'est quand même une des vitamines essentielles pour le système immunitaire, elle fait partie bah, enfin, c'est pour ça que pour moi c'est la première supplémentation Mm. à avoir. Et en plus de ça, les jours raccourcissent et bah, empiriquement, il y a beaucoup plus de gens qui tombent malades sur cette période-là, novembre, Mm. décembre, etc. Puis bah, c'est la fin d'année, on est fatigué, machin truc. Euh, et fort de ce constat-là, moi je me suis rendu compte que j'avais souvent des athlètes qui tombaient malades à Mm. cette période-là. Avec ce que j'ai dit avant, un athlète qui tombe malade, a priori, c'est qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Donc effectivement, ça peut être pour des raisons naturelles, entre guillemets, avec le moins de soleil, des journées plus longues, enfin plus courtes, etc. etc. Mais donc du coup, bah, je me dis que vu qu'il va être dans une configuration où il pourra de toute façon moins bien récupérer, parce que il peut pas aller vivre dans l'hémisphère sud pendant 4 mois, sinon ça serait trop beau. Et Ce ben, serait il le va moins luxe. bien Ouais. récupérer, ok, je le sais. Ouais, ça serait le luxe. Ouais. Je le sais. Après, j'ai des athlètes qui vivent à La Réunion, donc eux c'est pas de problème pour eux. Mais je sais que, mais non, mais c'est une réalité. Et Bien pour eux, sûr. je gère pas de la même manière ça. Je sais que pour ces gens-là, bah, pendant 2 mois, 3 mois, ils vont être un peu plus fragiles, un peu plus fatigués, avoir un contexte de récupération qui est moins bon. Et ben, je vais m'y adapter. Au même titre que j'ai un athlète qui a un changement majeur dans sa vie, il déménage, il change de travail, il va avoir un enfant, etc., etc. Je vais adapter l'entraînement. T'as un enfant en bas âge à la maison, tu vas moins bien dormir.
Si tu cherches à faire les mêmes séances, tu vas à la catastrophe. Et bien, pour moi, ce contexte temporel, tu dois t'y adapter de la même manière, en fait. Hmm. Ouais, Et donc peut-être, il y avait bah, ça on met et peut-être un peu moins continue. lourd. Ouais, ouais. Ouais, vas-y. Pardon. Non, je te disais, continue sur. Je t'avais arrêté sur tes blessures, justement, comment ça s'était manifesté. Ça a été quoi pour toi le moment déclic? Qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que, ok, là, il faut que je change quelque chose parce que vraiment, ça va plus? Euh, je dirais championnat de France 2022, où ça s'est pas très bien passé et où bah, je me suis fait mal sur le squat. Enfin, et il y avait rien qui allait, tu vois, Hmm. à être à deux doigts de pleurer à la fin de chaque mouvement. Enfin, tu vois, Ok. psychologiquement, ça allait pas. Physiquement, j'étais au bout, tu vois. À la fois physiquement et psychologiquement, j'étais au bout. Et Ouais. là, je me suis dit, euh, bah, après, je le savais déjà. Et dans ma tête, j'attendais ce championnat de France pour faire les changements, tu vois, à la fin de la saison pour faire les Hmm. changements. Et ça m'a confirmé dans l'idée, non, bah là, tu vas nulle part, en fait. Donc, il va falloir vraiment changer énormément. Donc, du coup, bah, j'ai changé ma manière de m'entraîner. Je me suis entraîné moins en force. J'ai switché pour faire. Je faisais 5 séances semaine. Je suis passé à 4 séances semaine plus une séance de cardio. J'ai polarisé un peu plus mon entraînement. J'ai mis plus d'exos, de réhab, de variations, etc. Où j'ai justement cherché à récupérer ces patterns de base dont je parlais tout Hmm. à l'heure. Donc, la rotation interne de hanche, des fonctions sur l'épaule, etc. Des choses qui entraînaient des compensations. Parce que après, c'est insidieux. J'avais perdu vachement de rotation externe d'un côté au niveau de l'épaule. Du coup, ma barre, elle était un peu de travers au squat. Du coup, ça se répercutait au bassin. Et si tu veux, bah, c'est ce que je Ouais. disais, les chaises musicales. Donc, j'ai fait tout ce travail de rééquilibrage. Et bah, j'ai pas progressé pendant un temps. Mais par contre, ça m'a permis, une fois que ça a été OK, de pouvoir relancer un nouveau cycle de progression, en Mhm. fait. Ce que tu disais avant, c'est intéressant sur le côté les signes physiques et les signes psychologiques. La fatigue Mm. psychologique, l'usure psychologique, ne plus avoir envie de s'entraîner, avoir mal tout le temps. Est-ce qu'à ton avis, ça vient toujours dans cet ordre-là? C'est toujours le corps qui parle d'abord et après ça te monte à la tête ou est-ce que des fois ça peut se manifester dans l'autre sens? Je pense que Alors, qu'est-ce qui est l'œuf ou la poule? Ça, c'est toujours dur à dire. Mais je pense que tout se manifeste à l'origine par une Hmm. stagnation. Parce que à partir du moment où il y a stagnation, je connais aucun athlète qui progresse et qui n'a pas envie Ok. d'aller s'entraîner. Tu vois, en mode, oh là là, je suis trop fort, c'est trop facile, tu vois. J'en connais aucun. Tu vois, tant qu'un athlète progresse, il ressent pas de frustration à l'entraînement. Et là où tu vas ressentir de la frustration à l'entraînement, c'est quand tu vas faire des choses. Ah bah ça, je l'ai déjà fait. Ah bah ça, j'ai déjà fait mieux. Ah bah ça, machin. Et là, il y a un peu de frustration qui commence à arriver. Et de cette frustration ça va être le début du Hmm. merdier en fait. C'est-à-dire que tu vas vouloir en faire un peu plus. Plutôt que d'en faire un peu mieux, tu vas vouloir en faire un peu plus. Et c'est là où ça va commencer à mal se passer parce que bah, ton corps, en fait, tu prends le problème à l'envers. Ton corps, il est pas réceptif à ça. Donc c'est comme si tu mettais de l'huile sur le feu. Et là, ça va s'accélérer et tu vas commencer à avoir mal. Et vu que tu vas commencer à avoir mal, bah, il y aura encore plus de stagnation. Donc il y aura encore plus de frustration et ainsi de suite. Et après, c'est le cercle vicieux et chaque truc se nourrit. La blessure vient nourrir Hmm. la frustration vient nourrir la régression vient nourrir la frustration. Est-ce que tu as eu cette période ou cette réalisation et je te demande parce que c'est quelque chose que j'ai vu chez beaucoup de sportifs et d'athlètes notamment qui s'étaient blessés, cette période où tu avais été tellement attaché à ton identité en tant qu'athlète et en tant que performeur, on va dire. Donc, Mm. l'athlète, ton job, c'est de performer. Et quand tu peux plus faire ça, tu te retrouves à plus vraiment savoir qui tu es. Est-ce que tu as traversé une période comme ça ou quelque chose de cette nature? Ouais, alors moi, alors, pour donner un ordre d'idée, en 2019, j'ai Hmm. été champion de France de force. Là, au dernier championnat de France, donc 2025, là, qui était en décembre, j'ai fini 10e, sachant que je suis plus fort là que ce que j'étais Hmm. en 2019. Ouais, D'accord? Donc, j'ai ouais, progressé, mais je suis passé de champion de France à 10e. Et encore 10e parce qu'il y en a un ou deux qui sont pas ok. venus. Donc, parce que le niveau a Hmm. vraiment explosé. Donc, effectivement, bah, tu as une identité, alors je mets des guillemets à champion parce que
T'es une identité champion. Je n'étais pas vraiment un champion, tu vois. Ça a resté un sport très confidentiel. Maintenant, c'est moins un sport confidentiel, mais ça restait un sport très confidentiel et donc t'es champion de pas grand chose. Mais tu passes de je suis champion à pas grand chose, tu vois. C'est-à-dire que 2020, avec le Covid, il n'y a pas. 2021, je fais quatrième. Et les trois qui sont devant moi, c'est trois juniors. Donc, si tu veux, euh, bah là, ça ajoute à la frustration et tout ça. Effectivement, au niveau de l'image, ça a été à ce moment-là un petit peu compliqué cette transition-là. Et justement, je me suis mis à reprogresser quand je me suis souvenu de pourquoi j'avais commencé ce sport. J'avais commencé ce sport à la base parce que j'aimais le combat contre la gravité, j'aimais me dépasser, j'aimais soulever lourd, tu vois. Et après, au fur et à mesure que tu vois que tu peux gagner, que tu commences à gagner, tu te mets à faire ce sport pour gagner. Mais une fois que tu peux plus gagner, bah, si tu continues de faire ce sport pour gagner, en fait, tu te fais du mal. Et à partir du moment où j'ai shifté, où je me suis dit, bah, fais ce sport pour soulever lourd et pour ce que tu aimes à la base, eh ben, je me suis remis à progresser. Et en fait, ça a coïncidé avec cette prise de recul sur l'entraînement et ce côté, bah, je vais faire les choses dans le temps, je vais faire les choses dans l'ordre, dans mon timing à moi. Puis, bah, si les autres, ils progressent plus vite, bah, tant mieux pour eux, mais moi, je fais plus la course Mhm. avec eux, en fait. Et le fait de me dire, je fais plus la course avec eux, ça m'a permis de mieux faire les choses et de mieux me préparer, Il y a moi. deux. Et ça, c'est une expérience forte pour mes Mhm. athlètes aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que c'est des trucs que tout le monde rencontre en fait finalement à différentes échelles et à différents niveaux. Et cette question du pourquoi je fais quelque chose, elle est Bah, fondamentale. je veux m'attarder un petit peu dessus parce qu'il y a deux trucs qui sont sortis. Tout ce qui est rééquilibrage et tes apprentissages là-dedans, je veux revenir dessus. Mais je pense que c'est quoi? C'est Simon Sinek qui a écrit Start with Why. Commence avec pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu veux ce que tu veux? Et quand tu as en fait ce moteur derrière toi ou à l'intérieur de toi, c'est tellement plus facile de faire les choses au final. Et c'est intéressant ce processus assez commun au final de tu commences pour une certaine raison, tu te perds un petit peu en fait dans la pratique en elle-même et tu te fais attirer par des objectifs qui sont au final, alors tout à fait louables, le fait de vouloir être champion de France, le fait de vouloir faire telle ou telle barre, mais tu oublies un petit peu quand même d'où tu viens en fait et ce pourquoi tu avais commencé et au final c'est le fait de revenir et de te retrouver qui te permet de repartir. De relancer, ouais. Mais je pense que pour progresser, mais peu importe le domaine, il est nécessaire de se mettre une certaine Mhm, pression, mais il faut aussi garder un certain mhm. équilibre. Et quand le pourquoi devient soit pas le bon, soit malsain, ben en fait, tu perds cet équilibre. Et je pense que tout est une question d'équilibre dans la vie parce que, bah, que ce soit dans le business ou dans le sport ou dans plein d'autres trucs, si tu as une vie qui est totalement déséquilibrée, ça va peut-être fonctionner un temps, 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans, mais à moyen terme et à long terme, ça te mène jamais à quelque chose de vraiment sain et de vraiment bon. Et il y a forcément un moment donné où tu payes ta dette. Et là, quand tu payes la dette, bah, entre guillemets, plus ça a duré longtemps, plus c'est dur. Ouais, plus ça a duré longtemps et plus tu étais en décalage avec l'équilibre et plus tu Oui. payes derrière. Ce qui est Plus la intéressant dette, parce voilà. que Plus la dette, elle est lourde. ouais, c'est notre âge qui nous fait dire ça, Clément, je sais pas, mais moi je sais que quand j'étais jeune, je pensais jamais à est-ce que cet entraînement est durable? Est-ce que je vais pouvoir continuer à le faire pendant des Ouais. mois, des années? C'est jamais et maintenant c'est presque la seule question que j'ai, c'est est-ce que c'est ouais mais c'est cool, ça fonctionne, mais jusqu'à quand? Et sous quelles conditions et Ouais. à quel prix? Mm. Ouais, mais après, ça vient aussi avec le fait que, tu vois, c'est une question que je me pose souvent et à laquelle j'ai toujours pas trouvé la réponse. C'est quand tu es jeune souvent et que tu brûles un peu les étapes et que tu fais des choses un peu Mhm. abusives, tu vois, dans quelle mesure ça nourrit pas tes performances futures aussi, Mhm. tu vois? C'est-à-dire d'avoir été plus agressif que ce qu'il aurait fallu, etc., etc. Dans quelle mesure ça... Parce que quand tu regardes tous les champions, ils ont tous eu une période un petit peu comme ça et c'est une période qui les a fait beaucoup progresser. Mhm. Et dans quelle mesure le fait de vraiment tout faire intelligemment, euh, ça te permet vraiment d'accomplir ton plein potentiel? Je suis pas sûr. Et je pense que dans une certaine mesure, on a besoin d'un certain niveau de débilité dans ce qu'on fait pour quand même acquérir notre plein potentiel. Même si, Ouais. bah, des fois, il peut y avoir des conséquences. Ouais, je suis tout à fait aligné avec ce que tu dis. Je pense que toujours essayer de mesurer quelle est la meilleure approche sur le long terme et de tout faire par rapport à ça, il y a plus assez de, il y a plus assez de tripes
Il y a plus assez d'impulsion viscérale presque de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant. Et si là maintenant tu es en forme et tu as vraiment envie de t'envoyer, il y a des chances que ça fonctionne, il y a des chances que ça fonctionnera pas pour toujours comme ça. Mais si c'est ce que tu ressens maintenant, faut que tu le fasses maintenant. Parce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est pas garanti que tu puisses le faire. C'est pour ça qu'avec mes athlètes, tu vois, avant, quand j'avais un athlète qui sortait du plan et qui faisait un truc plus lourd ou je sais pas quoi, bon, pas je lui faisais la morale, mais un petit peu quoi. Maintenant, je leur dis bon, allez, bon, faut pas trop le faire, mais vas-y, c'est pas très grave, tu vois. J'ai un petit peu évolué là-dessus parce que, puis même en termes d'adhérence, Hmm. des fois, le fait de sortir du plan et de faire quelque chose que tu avais envie de faire tout simplement, bah, c'est toujours pareil, c'est le ratio coût-bénéfice. Bon, alors à moins que ce soit un truc vraiment ultra risqué et que le mec il finisse blessé, etc., etc. euh, il faut quand même faire des, enfin, il faut garder une certaine forme de liberté, même pour les athlètes, Ouais, quoi. et ça, je trouve que c'est plus moi j'avance dans les années et mon expérience, plus je suis content de laisser de la liberté, voire même qu'ils prennent de la liberté sur ce que j'ai à proposer ou à structurer. Et en plus de ça, plus leur expérience de terrain est élevée, leurs années d'entraînement, leur volume d'entraînement, etc. Et plus ça va typiquement être des libertés qui vont être complètement pertinentes. Et si moi j'avais été là sur le Ouais. moment, j'aurais certainement dit pareil. Ouais. Et puis même si une, alors après à doser selon le niveau d'intelligence de l'athlète, parce que tous les athlètes sont pas en mesure forcément de, enfin, d'intelligence et de Hmm. connaissance, tous les athlètes sont pas toujours en mesure de faire des choix pertinents. Euh, et ça, c'est quand même un truc qu'il faut, qu'il faut savoir doser, mais aussi par rapport à toi en tant que coach, ton ego. Moi, je sais que quand j'étais jeune coach, je me disais, ah, mais s'il écoute pas ce que je lui dis, c'est parce que Ils ne me euh, respectent pas. soit il me fait pas confiance, soit il me prend pas au Ouais, sérieux, soit il pense que je fais mal, etc., etc. Alors qu'en fait, bah, c'est pas du tout ça, tu vois. Il est pas en train de questionner ta compétence, il est juste en mode, ah, j'avais envie de soulever une barre lourde aujourd'hui, donc je l'ai fait, puis c'est ouais. tout, quoi. Et en tant que coach, le fait d'avoir pris de l'expérience et du recul par rapport à ça, ça te permet aussi de mieux le vivre, Et je comme tu as pense. dit, je pense que c'est important d'un point de vue de l'adhérence. C'est important parce que le programme qu'on Mm. écrit, il est écrit à un instant T et on n'est pas une machine, on est un être complexe et complètement dépendant de notre quotidien et de notre environnement. Et que, comme tu l'as dit, si une fois tu te sens bien et ça veut dire que tu peux pousser un petit peu plus, bah, tant que ça ne te met pas en danger, etc., c'est sûrement le bon moment pour le faire. Ouais, c'est ça, exactement. Pour revenir sur ce dont tu parlais tout à l'heure par rapport notamment au rééquilibrage que tu as pu faire, qu'est-ce que tu as investigué comme peut-être différentes manières de t'entraîner, différents types d'exercices, différentes techniques de préhab, réhab, des choses que tu as découvert dans, on va dire, tes expériences de par cette blessure, ces blessures et les soucis que tu as rencontrés? Si tu veux en apprendre plus sur le paradoxe de la haute intensité ou encore savoir comment optimiser ta semaine d'entraînement pour avoir les meilleurs résultats possibles, je t'ai préparé un mini guide gratuit en 4 vidéos auquel tu peux accéder en cliquant sur le lien dans la description. Donc n'attends pas et rejoins ce guide qui a déjà été suivi par plus de 4500 sportifs et coachs. Bah, sur la partie préhab, réhab, j'ai bossé avec Simon de Training Therapy. Donc là, tu as le beau t-shirt, en plus, tu peux leur faire de la pub. Let's go les gars. J'ai bossé avec Simon par rapport à ça, donc on a beaucoup travaillé bah, sur mes différents. On a bilanté un petit peu mes faiblesses et tout ça, puis on a travaillé un petit peu dessus. Donc beaucoup de travail sur bah, la rotation interne de hanche, les obliques, une épaule qui manque un petit peu de rotation externe, et puis bah, pas mal de trucs comme ça. Donc ça a pris un petit peu de temps. En parallèle de ça, bah, j'ai vu que mon entraînement, j'étais pas en mesure de l'assimiler en fait. J'avais un entraînement qui n'était plus assimilable par rapport à Hmm. mes capacités. Donc bah, j'ai simplement réduit ma charge d'entraînement sur la partie spécifique en étant et en polarisant plus, c'est-à-dire avec des séances plus faciles et puis bah mes séances dures vraiment dures, mais mes séances faciles Mhm. vraiment faciles quoi. Comme on pourrait le polariser en course à pied finalement, ce qui est pas forcément populaire dans le milieu de la force, mais en fait voilà. Tu t'es, tu Et t'es... Ouais, j'y ouais, reviendrai on après. reviendra après. Mais en fait, le fait d'avoir beaucoup investigué l'entraînement cardio, ça m'a énormément fait progresser dans ma manière de structurer l'entraînement de force. Et ça, c'est assez intéressant. Et en parallèle de ça, bah, du coup, un cardio par Ouais. semaine au début, qui m'a permis de vraiment reconstruire ma capacité de travail. Et le fait d'améliorer ma capacité de travail, bah, ça m'a permis par la suite de pouvoir faire remonter mon volume de spécifique et de le faire même monter au-delà de ce Hmm. que je faisais avant. Mais la porte d'entrée, ça a été le cardio.
parce que d'une part, j'avais pas le moteur pour Mm. assimiler tout ça, et en plus de ça, j'avais plus le châssis pour assimiler tout ça. Donc le châssis, c'est toute la partie qu'on a fait avec Simon pour avoir des tissus qui soient plus solides, plus sains et qui puissent accumuler plus. Et en parallèle de ça, le moteur avec le développement cardiovasculaire qui m'a permis de mieux assimiler mes séances, de mieux récupérer et bah, pendant les séances, mais aussi entre les séances. Et vraiment, ça a été un game changer complet, Ouais, quoi. mais Clément, les interférences, qu'est-ce qu'on en fait alors? Alors, les interférences, Qu'est-ce que ouais, t'as à dire c'est une sur les vraie, interférences? c'est une vraie question. J'ai pas forcément la réponse sur la typologie des fibres et la capacité des fibres à muter, etc., Mm. etc. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut vraiment te donner la réponse par rapport à ça. Par contre, la seule interférence qu'il y a, à mon sens, elle est au niveau des ressources énergétiques. Ouais. Voilà. Et quand même euh, mécanique. C'est-à-dire Mm. que quand j'ai préparé mon Aerox et que j'ai fait beaucoup de courses à pied, etc., etc., j'ai senti que jusqu'à 30-35 km hebdo de course à pied, ça avait peu ou pas d'influence. Après, je l'ai construit progressivement ce volume-là, mais ça avait peu ou pas d'influence sur mes mouvements de force. Et dès que je dépassais cette zone de 30-35, ça avait une vraie incidence parce que mécaniquement, il y a quand même une fatigue musculaire qui s'installe parce que ça reste du sport. Et en plus, d'autant sur de la course à pied avec un gabarit lourd comme le mien, c'est quand même coûteux au niveau mécanique. Donc pour moi, les seules limites, elles sont sur l'énergétique, parce que quand tu fais beaucoup de cardio, faut mettre du carburant. Et puis même c'est des ressources en moins que tu as. Et aussi au niveau mécanique du quel est le coût de ce que je fais. Et puis le problème c'est que quand tu cours beaucoup, tu rentres dans une nouvelle spécialisation. Mm. Quand tu fais beaucoup de vélo, tu rentres dans une nouvelle spécialisation. Et dans quelle mesure cette nouvelle spécialisation, elle n'a pas un impact négatif sur autre chose, quoi. Ouais, parce que là aussi, on se retrouve sur des patterns qui sont très répétitifs et Exactement. alors ça dépend, hein, tu vas courir en trail ou tu cours sur un tapis, forcément, c'est pas le même type de répétitivité, mais ça reste quelque chose tu vas faire des milliers de reps. En gros, à chaque fois que tu te poses sur un rameur ou à chaque fois que tu es sur un vélo ou à chaque fois que tu cours, ça va être des centaines, voire des milliers de reps sur un pattern. Donc, comme tu l'as dit, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas un facteur d'hyper spécificité qui en fait te remet au même endroit qu'avant avec le reste. Exactement. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand même parce que avec le squat en parallèle, Mm. etc., etc. Alors après, mon objectif, il était plus d'être le plus performant possible, il était de Mm. tester pour me Mm. rendre compte. Parce que t'as beau lire des papiers, t'as beau écouter des podcasts, t'as beau faire plein de trucs, à un moment donné, il y a rien qui remplacera le qu'est-ce que j'ai ressenti Ouais. quand je l'ai fait. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Et du coup, j'ai voulu pousser un peu le truc pour me rendre compte, ok, à quel moment ça devient invasif et Mm. limitant. Dans mon cas, ça a été vers une trentaine de kilomètres hebdomadaires, tu vois. Mais j'ai senti que j'ai eu, tu vois, cette petite inertie dont je parlais tout à l'heure. Là, j'ai senti que sur les hanches, avec le squat, etc., ça avait un petit peu réveillé des trucs. Et là, faut que je lève un petit peu le pied là-dessus pour que ça se refasse. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai remis plus de Mm. variété. Je refais un peu de vélo, je vais moins courir, etc., pour changer un petit peu et vraiment varier les patterns. Ah, pour parler de ça, parce qu'au début, quand tu avais commencé à introduire l'endurance, je me rappelle, on en avait parlé, je crois qu'on avait même fait une petite vidéo pour la Oui. chaîne pour en discuter. Ouais. Euh, T'étais pas trop pour à l'idée d'inclure de la course à pied, de par le niveau structurel, si je me souviens bien. Et donc, tu t'étais plutôt orienté sur, c'était quoi, vélo, rameur au début? T'aimais bien varier, tu faisais J'ai, plusieurs ergos, non? ouais, c'est ça, je faisais de la modalité croisée. Ouais. Je faisais un peu de ski erg, un peu de rameur, un peu de vélo et je changeais parce que justement, je sentais cette contrainte, à ce moment-là, je sentais cette contrainte mécanique de je pouvais pas me poser sur une machine, quelle qu'elle soit, et y passer 30, 40, 50, 1 heure, 60 Mm. minutes, tu vois. Euh, donc la porte d'entrée, ça a été ça et ça a été la variété. Ensuite, je suis passé par beaucoup de vélos parce que c'était peu Mm. invasif, tout ça. Et après, j'ai commencé à mettre de la course à pied et j'ai mis au début des petits intervalles de course à pied. Au début, je mettais des tout petits intervalles de course à pied avec mon rameur et mon skieur. Tu vois, je faisais des petits 400 mètres en Ouais. footing et tout ça, donc des tout petits intervalles. Puis après, petit à petit, je suis passé à que footing, que course à pied, etc.
Puis bah, j'avais pas couru depuis longtemps, mais tu retrouves le plaisir d'être dehors, de courir, de sentir le vent, le soleil, la pluie et tout ça. Et ça, mentalement, puis bon, tu vois ce que c'est, toi, tu passes ta journée derrière ton ordinateur quasiment. Bah, quand tu as la possibilité de prendre tes baskets et d'aller courir 30-40 minutes, de sortir et de prendre l'air, à la fois c'est bon pour l'aspect cardiovasculaire, mais psychologiquement c'est aussi Ouais, et très puis très comme bon, tu quoi. l'as dit, la course à pied, enfin, moi j'étais un peu dans le même cas. Là maintenant, je reprends la course à pied. Ça fait des années que j'ai pas couru, de par les blessures et autres. Et là, il a pas mal neigé ici, parce que maintenant on a un climat un peu plus froid que là où on était avant. Et donc là, pendant 3 semaines, j'ai pas pu ressortir courir, alors que j'avais repris un petit peu en novembre, décembre, et que je faisais 1, 2 séances semaine où je commençais à refaire un peu de fractionné, un footing, marche, ultra simple. Mais là, j'ai pu ressortir, c'était quoi, il y a 3 jours en arrière, et il y avait un peu de soleil. Et bah, c'était rien, c'était une demi-heure je cours 1 minute, je marche 1 minute. Mais c'était un énorme kiff, parce que ça fait des années que j'en ai pas fait. Et le fait de bouger son corps de cette manière-là, même si j'ai bouffé du vélo, je bouffe des ergots et tout ça entre deux, c'est quand même pas pareil, quoi. Toi, tu courais quand tu faisais du judo? Ouais, bah quand je faisais du judo, forcément j'allais courir Hmm, régulièrement. J'avais une bonne forme, après j'étais plus hmm, léger que maintenant. Après, quand j'ai commencé à faire beaucoup de muscu, de force athlétique et tout, j'avais ouais, arrêté de courir. Je faisais que du judo une fois par semaine, mais à l'époque où je faisais du judo avec l'objectif d'être un peu performant au judo, à mon échelle et à mon niveau, parce que le judo c'est quand même très concurrentiel, hein, ouais, j'allais courir hmm, régulièrement. Et c'est marrant parce que j'aimais bien, mais c'était un rapport un peu ambigu, tu sais, la course. Ouais, j'aimais bien, mais un peu la flemme d'y ouais. aller quand même. Alors que maintenant, c'est vraiment, j'y prends un peu plus plaisir et tout ça. Et aussi parce que je pense que la course, pour que ce soit, pour y prendre du plaisir, faut être assez régulier dessus pour avoir des bonnes Hmm. sensations. C'est difficile, je pense, de courir une fois tous les 15 Ouais, jours, par exemple, ouais. tu vois. Et surtout, C'est en termes. pour le facteur structurel mécanique dont tu as parlé avant aussi, où en fait, tu as avantage au final à avoir une régularité, parce que sinon, c'est des choses que tu perds assez vite. Et donc, comme tu l'as dit, les Bien sensations sûr. derrière, c'est plus les mêmes. Donc, ça demande une certaine régularité de pratique, quoi. Puis l'avantage de la course à pied, je trouve, c'est que par rapport au reste, t'as une rentabilité énorme de la Mm, course à pied, tu vois, par rapport au mm. vélo, par exemple. Je sais pas, j'aime pas faire des équivalences comme ça, parce que ça veut un petit peu rien dire, mais je pense que tu vas courir 20-30 minutes, euh, ça vaut une bonne heure de vélo, Mhm. quoi. Tu vois, en termes je sais pas, je saurais pas l'expliquer, tu vois, mais de ce qui s'est passé physiologiquement, de ce que tu as engagé, de ta fréquence cardiaque qui est quand même un peu plus haute que sur le vélo, etc., etc. euh, Plus de muscles mobilisés. Je trouve que la rentabilité de la course à pied, elle est bien meilleure. Et puis, bah, ça te permet de le faire en extérieur, c'est plus Est-ce avantageux, que quoi. ça, parce que c'est intéressant, vu que toi, tu as introduit l'endurance de manière, disons, séquentielle et progressive, d'abord avec les ergos mixés, ensuite avec beaucoup de vélo, et par la suite avec la course à pied. Est-ce que tu as senti cette inflexion disons, de rentabilité avec la course à pied, ou tu as senti en gros un retour démesuré de la course à pied sur ton endurance et ton ressenti global par rapport aux autres modalités que tu avais inclus auparavant? Alors là, Hmm. complètement. Genre, sur le vélo, entre quand je courais pas et que je me suis mis à courir régulièrement, en très peu de temps et avec des courses à pied très petites parce qu'au début, j'ai commencé avec des 10 Ouais. minutes marche-course, hein. Donc j'ai commencé vraiment très bas. Et honnêtement, en 10-12 semaines, en faisant du coup, bah, comme je courais plus, je faisais moins de vélo. Je faisais du vélo qu'une fois dans la semaine, je crois, de mémoire, un truc comme ça à ce moment-là. À puissance égale, j'ai quasiment perdu 8-10 BPM sur le vélo, C'est dingue. tu vois, en une dizaine de semaines. Sachant que j'étais quand même un petit peu entraîné, parce que tu vois, alors bike endure, je l'ai pas fait en entier, mais j'avais fait 8 ou 9 semaines de Ok. bike endure. Ça faisait plus d'un an, peut-être un an et demi, que je faisais quand même du cardio plusieurs fois par Mhm. semaine régulièrement. Donc, j'étais pas à un niveau, bon, c'était un niveau d'un powerlifter de 95 kilos, mais j'étais pas à un gros niveau, mais j'étais quand même entraîné. Et ouais, en 10-12 semaines, j'ai quasiment perdu 10 BPM sur la Ouais. modalité du vélo en faisant de la course à pied. Mhm. Donc c'est là où tu te rends compte qu'il y a cet aspect de rentabilité dont je parlais, qui fait que la course à pied, bah, c'est un petit peu supérieur à tout le reste quand même. Et puis, tu vois, bon, toi tu viens du CrossFit, donc on va parler de fonctionnel, tu vois.
qu'est-ce qu'il y a de plus fonctionnel que la course à pied finalement? Ça dépend de la fonction souhaitée. Non, mais bien sûr. Non, mais tu Bien vois, sûr, c'est-à-dire non, que je pense clairement que il faut- la fonction de de base l'humain, de c'est l'Homo ça, de sapiens, l'Homo pour moi, sapiens. bien sûr, c'est le Quel est déplacement. le mode de déplacement jusqu'à il y a en gros 3 secondes en arrière sur l'échelle du temps? C'est la marche et la course à pied. Ouais, la marche et la course, bien sûr. Donc voilà, alors après, bon, peut-être que est-ce qu'une marche lestée c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, etc. Bon, bah j'en sais rien, tu vois, mais si tu vas nager, peut-être que aussi tu as une meilleure rentabilité que la course à pied, je sais pas, j'ai pas trop investigué le truc, mais c'est sûr que la course à pied, alors le problème de la course à pied, c'est que c'est traite parce que tout le monde pense que c'est facile de courir, et des fois j'en discute avec d'autres powerlifters qui disent ah ouais, si je vais me remettre à courir, et je leur dis, mais vas-y, cool, hein, et tout, vraiment, marche-course, 10-15 minutes, pas plus, et tout. Au bout de 3 semaines, les mecs, ils s'envoient des footings de 40 minutes, ils disent non, non, mais ça va bien, ça va bien. Et puis, bah, 6, 7, 8 semaines après, ils ont un petit bobo au genou ou au tibia ou un Ouais. truc comme ça, tu vois. Parce que la progressivité, tout le monde dit je suis progressif, mais en fait, bah, quand tu rajoutes 10 minutes par semaine, t'es pas progressif, en fait. Ouais, et c'est là où je pense que d'être très conservateur parce qu'au final, tu y gagneras toujours sur cette progressivité à avoir un petit peu de marge. Parce que dès que tu Mm. dépasses un tout petit peu et que tu le fais assez longtemps, tu vas avoir un souci et ça va te retenir ensuite pendant des semaines, voire des mois, parce qu'il faut revenir en arrière, faut refaire moins, faut réajuster des choses. Mais c'est dur parce qu'au final, c'est la limite entre adapter et trop, elle est invisible et tu sais pas que tu l'as dépassé avant que tu l'aies dépassé pendant 3 ou 4 semaines en fait. Tu peux être au-delà de cette ligne Exactement pendant ça. un certain temps sans t'en rendre compte et au final c'est seulement après que boum 8 semaines périostite, ah merde, en fait c'est il y a 4 semaines en arrière j'ai commencé à courir plus et j'aurais pas dû en fait, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est c'est exactement ça. Souvent, les blessures, elles arrivent avec à cause de ce que vous avez fait 4 ou 6 semaines Mm. en arrière. Et en fait, bah, c'est déjà trop Ouais, tard. Donc, il y a une vraie notion de préventif, en fait, et de prendre les devants et de se dire, bah, ok, là, je pourrais courir ça, mais si je cours ça, je prends un risque pour dans 4 à c'est 6 ça. semaines. Et c'est un petit peu la même chose sur soulever lourd, Mm. dans le cas du powerlifter. C'est, ok, là, je peux peut-être m'envoyer ce gros entraînement, etc., qui sera un peu plus gros que ça, mais est-ce qu'il est digeste? Est-ce qu'il va me faire progresser? Est-ce qu'il va pas me blesser pendant 4 à 6 semaines? Et quelle est ma charge d'entraînement globale et totale? Et c'est pour ça que le fait d'avoir des deloads réguliers, même si on se sent bien, Mm. bah, ça a du sens. Parce que c'est pas parce que tu te sens bien maintenant que ton corps, il n'est pas déjà un petit peu au-delà de la ligne. Et il y a un truc que les gens perdent énormément de vue, c'est que l'entraînement, c'est, euh, enfin, la progression, c'est l'adaptation à un stress. Donc, quand je m'entraîne, je crée un stress, mon corps s'adapte à ce stress pour être plus fort, être meilleur, être plus rapide, être plus endurant, être plus tout ça. Mais cette adaptation, elle se fait durant les phases de récupération. Et si je n'ai pas de phase de récupération dans mon entraînement et j'ai que des phases de stress, ben en fait, je ne crée pas d'adaptation. Et encore une fois, tout à l'heure, tu as parlé de empiler Mm. des petites briques. L'entraînement, c'est empiler des briques et c'est pas creuser un trou. Et la plupart des gens, ils pensent que en s'entraînant plus dur, ils seront meilleurs. En fait, non, tout ce qu'ils font, c'est creuser un trou, mais c'est pas ça l'entraînement. L'entraînement, c'est empiler des briques et ça a un côté fastidieux, progressif, mais c'est comme ça que ça marche. Et si vous creusez un trou, bah, au final, vous vous enfermez, vous vous J'ai, blessez. je pense pas mal à cet aspect cyclique en fait de tout le vivant. On peut penser au soleil, on peut penser aux saisons, on peut penser au jour et la nuit, on peut penser au cycle hormonal de l'homme, de la femme et des adaptations à l'entraînement parce que c'est pareil au final. Il y a des hauts et des bas. C'est pendant les bas que tu récupères des hauts. Et j'aime bien cette image de vague. Et au final, en fait, le but de l'entraînement, c'est de pouvoir être au creux de la vague et ensuite être tout en haut de la vague et pouvoir continuer à descendre et à remonter sans te faire attraper par une vague qui était trop haute et toi tu étais trop en bas, tu n'as pas pu en ressortir et tu t'es fait écraser en fait par la hauteur de cette vague. Et au final, Mais ouais. non, mais pardon, ça avait coupé. Ce qui fait que la vague, elle t'écrase, c'est que au moment où tu devrais redescendre avec Mm. la vague, si tu acceptes de la suivre et que tu redescends pour remonter, ça va le faire. Tu vois, tu laisses passer l'orage et ensuite ça repart.
là, tu te fais pas écraser par la vague. Mais si tu dis, eh, vas-y, la vague, moi, je vais lui niquer sa race et je vais quand même continuer mon truc. Et en fait, non, la vague, elle est plus Mhm. forte que toi. Donc, des fois, il faut pas forcément chercher à aller contre ce cycle, contre l'entraînement, contre ce qui se passe. Si tu sens que tu es fatigué, si ton athlète sent que tu es fatigué, eh ben, ok, on va accepter ça. S'il se passe quelque chose dans la vie de ton athlète ou dans ta vie, eh ben, il faut l'accepter. Et plus tu vas chercher à forcer le processus, plus le processus il va te Mhm. punir. Donc il faut essayer d'accepter le truc et dire, ok, là la période elle n'est pas favorable pour réellement s'améliorer et forcer. Eh ben c'est pas grave. Je vais essayer de profiter de cette période-là pour rentabiliser des trucs, faire plus de basse intensité, mettre l'accent sur l'hypertrophie, etc., etc. Et cetera. Et en fait, travailler ma mobilité, travailler tel point faible, travailler tel nouveau skill, mettre l'accent sur mon business, peu importe, tu vois, mais le fait de changer un petit peu ton prisme et de te dire, vas-y, je vais essayer de rentabiliser cette période qui n'est pas propice à la performance en créant quelque chose et que cette base-là, elle va m'apporter autre chose derrière, là, tu rentabilises la période. Alors que si tu veux forcer le processus, non seulement tu vas te faire mal, et en plus, tu n'auras rien rentabilisé. Donc, tu vas perdre du temps. Je pense que Et ça, c'est et très dur à accepter. mais c'est tellement important ce que tu dis là parce que et c'est ça toute l'utilité en fait d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, d'avoir un coach qui t'encadre et qui peut justement te donner cette perspective parce que je trouve qu'on a tellement tendance encore, peu importe notre niveau, peu importe notre expérience, si on a un plan devant les yeux, c'est le plan, il faut suivre le plan, il ne faut pas changer le plan parce que le plan c'est la vérité, le plan c'est ce qui va te faire progresser et on fait tellement abstraction de toute la vie qui tourne autour du plan et non, c'est même pas ça, c'est pas la vie qui tourne, c'est le plan qui tourne C'est le autour plan de qui la tourne vie. de la Voilà, vie, ouais. exactement. Mais on le prend tout le temps à l'envers. Tu as vu, même dans la manière dont je l'ai dit, je l'ai pris à l'envers alors que je savais ce que je voulais dire et je l'ai quand même dit à l'envers. Ça te dit à quel point c'est ancré que le plan, c'est le plan et que la vie, en fait, c'est secondaire, c'est accessoire. Alors que c'est le contexte, c'est le seul truc qui compte au final. Après, je pense qu'on nous a aussi beaucoup, en tant qu'entraîneur, matrixé sur la planification. C'est-à-dire que, tu sais, tu planifies à 12, à 16, à 18 semaines, à je sais pas combien de semaines, et tu te dis, bah vas-y, dans tant de temps, je vais être là. Mais la vérité, c'est que t'en sais rien. Moi, quand je fais un plan d'entraînement à quelqu'un, si je lui fais un plan, j'ai mon bloc de 4 semaines. Bon, ben, je sais à 90% à quoi ça va ressembler. Il y a 10% d'inconnu et d'adaptation. Le bloc qui va suivre, re de 4 semaines, je sais à 50% ce que je veux et 50% d'adaptation. Le bloc re de 4 semaines qui suit pour aller jusqu'à 12, de 8 à 12, je sais à 20-30% et il y a 60-70%. Bah, je sais pas, en fait, ça va dépendre de comment s'est passé les 8 semaines d'avant. Est-ce qu'elles vont bien se passer? Est-ce qu'elles vont pas bien se passer? Est-ce que tu vas bien répondre? Est-ce que tu vas bien, pas bien répondre? Est-ce que tu vas te faire mal, pas te faire mal? Est-ce qu'au boulot ça va aller? Est-ce qu'à la maison ça va aller? Ça, c'est des trucs. Moi, je lis pas dans le mar de café, en fait. Je peux pas savoir si ça ou ça va bien se passer. Et si tu te décentres de l'humain et de cet aspect humain et de la vie, de qu'est-ce qui va se passer autour, bah, tu perds 80% de l'essence de l'entraînement. Tu peux être le meilleur en physio. Si t'as rien compris à l'humain, t'es un Mhm. coach de merde. Ouais, et ça, encore une fois, c'est tellement important parce que au début, tu penses, enfin, moi, je pensais quand j'ai commencé à coacher, c'est moi le professionnel, on me paye pour ça, je dois savoir. Je dois savoir, je dois avoir toutes les Mais non. réponses maintenant. Si on me pose une question sur qu'est-ce qu'on fait dans 12 semaines, jour 1, qu'est-ce qu'on fait, je dois savoir. Et comme tu l'as dit, en fait, plus c'est proche en termes de temps et plus c'est clair, et plus c'est loin et plus c'est flou, en fait. Encore pire, je ne sais plus où j'avais entendu ça, mais tu sais, on pense souvent qu'on avance, on marche vers l'avant dans le temps. Mais en fait, c'est comme si tu marchais à reculons. Parce que tout ce que tu vois, c'est ce qu'il y avait avant. Ouais. Et ce qu'il y a derrière toi, tu ne sais pas vraiment. Alors, tu sais à peu près où tu vas mettre tes pieds sur les quelques prochains pas. Mm. Mais s'il y a un trou, s'il y a une montagne, s'il y a des escaliers, s'il y a une route, tu sais pas en fait, parce que Tu vois pas de tu vois loin. pas très très loin derrière toi. Et donc, il faut prendre ça en compte. Et je pense que c'est ça qui est difficile au début, c'est accepter cette incertitude au final de ce qui va se passer. Malgré ça, avoir un plan. Savoir dans quelle direction tu vas de manière générale, mais ne pas être rigide ou figé sur une manière de faire parce que forcément, la vie, elle va te balancer des trucs. Forcément, il va y avoir quelque chose à gérer et ça, il faut être prêt à s'adapter au jour le jour. Ben, totalement. Et tu vois, moi, en tant qu'entraîneur, tu vois, quelqu'un qui me dit, bah, qu'est-ce qu'on fait dans 12 semaines, par exemple, bah, je vais lui expliquer ce que je t'ai dit là. Je vais être pédagogue avec lui. Je vais lui dire, bah, écoute,
A priori, si tu as une compétition dans 16 semaines, probablement que dans 12 semaines, on sera sur des barres lourdes, parce que bah, il va falloir te préparer aux spécifiques lourds, donc voilà. Mais par contre, est-ce que barre lourde, ce sera 220, 230, 240? Bah, ça va dépendre de ce qui se passe dans les 12 semaines qui arrivent là. Et souvent, ce que j'aime bien dire à mes athlètes, c'est pas moi qui décide du plan, c'est en fonction de comment ça bouge et de ce que toi tu produis, ça me fait décider le plan. Donc en fait, si donne-moi envie de te mettre lourd et je te mettrai lourd quoi. Mais je peux pas savoir à l'avance comment les choses elles vont se passer et tout. Alors après, euh, t'as des prédictions quand même, tu vois, tu te doutes bien que le mec il va pas progresser de 50 kilos en 12 semaines, comme le mec il va pas gagner 10 minutes sur son 10 kilos en 8 semaines, tu vois, c'est la même chose. Tu peux faire des projections, tu sais un petit peu où tu vas et tout, mais je pense que d'être bon, c'est d'accepter de pas pouvoir tout maîtriser et qu'il y ait justement des inconnus. Parce qu'à partir du moment où, tu sais, c'est le Mm. Dunning-Kruger effect, vraiment, à 100%. Si tu penses que tu as la vérité absolue et que tu sais, moi quand j'étais jeune coach, je faisais des planifs à 16 semaines. En fait, au bout de 3 semaines, tu te rends compte que tu changes tout, que tu dois tout changer. Donc en fait, tu as passé des heures à faire un truc que tu Mm. feras jamais. Bon, ben, c'est une Ouais. perte de temps. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, et puis c'est une frustration. Bah après, bah, tu fais plus des programmes à 16 semaines. Tu sais que ça Ouais, sert à rien. c'est ça. Il faut savoir se projeter loin, mais il faut accepter de Hmm. pas devoir écrire tout le détail tout de suite. Ouais, c'est une vision d'ensemble. C'est une vision d'ensemble. C'est OK. Bon, bah là, je suis à 16 semaines. Bon, ben là, les 6-8 dernières semaines, enfin, les 6 dernières semaines, on va être un peu lourd. Les 6 semaines d'avant, on va être sur des charges un petit peu moyennes. Et puis là, on va mettre. Mais tu vois, c'est un prisme, tu vois. C'est-à-dire que là, on va mettre un petit peu de lourd en ce moment, mais on va pas être sur du trop spécifique, c'est pas la peine. Et puis le spécifique, peut-être que là, je suis à 10-20% de spécifique. Peut-être que pendant la période intermédiaire, je serai à 50% de spécifique. Et peut-être que dans la période vraiment très compétitive, je serai à 80% de spécifique. Et puis, bah, mes autres pôles, cardio, hypertrophie, prévention des blessures et tout, je les dose en fonction de la période et en fonction de mon athlète. Je pense que à aucun moment tu as un curseur qui doit être à Mm. 0%. C'est-à-dire que même très loin de ton échéance, faut pas que ton curseur de spécifique il Mm. soit à zéro, sauf cas exceptionnel. Et je pense pas que très proche de l'échéance, tes facteurs annexes ils doivent être à zéro. Parce que je sais pas moi, si les 3 dernières semaines tu fais zéro cardio, tu vas quand même perdre un petit peu les bénéfices du travail cardio que tu as pu faire. Donc je pense qu'il faut quand même en garder pour conserver l'inertie de ce que tu as créé. Pareil sur l'hypertrophie, pareil sur tout, tu vois. Mais après, c'est que de la enfin de l'ajustement des curseurs en fonction de l'athlète, en fonction de la période de l'entraînement, c'est que ça J'avais en eu fait. cette discussion avec, c'était un collègue à Rudy qui faisait du kayak et il m'avait parlé de l'hiver. Ils avaient fait beaucoup de vélo et beaucoup de ski de fond, si je ne me trompe pas. Donc, ils s'étaient fait une Hmm. énorme base. Ils avaient vraiment une grosse, grosse base cardio. Et il m'avait dit que en fait, sa saison de kayak s'était super bien passée jusqu'à l'été à peu près. Et que derrière, Hmm. en septembre, il n'y avait plus personne. Très certainement Hmm. parce que Parce qu'il avait perdu l'inertie, c'est exactement, il y ça. avait une certaine inertie du développement de la base pendant l'hiver, ça l'avait porté jusqu'à l'été, mais vu qu'il l'avait arrêté après en faveur du tout spécifique, eh ben, il en avait plus assez pour aller jusqu'à la fin de sa saison, et c'est un peu le combat de ce que je comprends dans des sports comme le demi-fond, où en fait il faut une base Hmm. de capacité pour encaisser la course, pour faire la haute intensité, pour faire les séances spécifiques 800 mètres, 1500 mètres, mais quand tu es en saison, il faut accepter de perdre un petit peu aussi sur cette base parce qu'à un moment donné, tu peux pas donner sur tous les plans, mais ça veut pas dire qu'il faut complètement l'arrêter. Mais donc il faut juste trouver comme tu as dit, c'est toute une histoire d'équilibre et trouver le bon équilibre Le par curseur. rapport à ce dont tu as besoin, combien de temps tu as besoin de garder ses qualités, quand est-ce que tu vas pouvoir refaire une phase générale, etc. Mais pour moi, surtout bah, dans un sport comme la force athlétique, tu peux pas te permettre de totalement supprimer le curseur du spécifique. C'est-à-dire que tu dois quand même garder de l'adaptation nerveuse et un petit peu de lourd parce que, mine de rien, des qualités que tu utilises vraiment jamais, tu peux les perdre assez vite. Et on a un petit peu cette éducation qui vient de l'école soviétique pendant le hors-saison, on fait que de la muscu, on fait pas du tout de spécifique, mais eux, ça répondait à une réalité qui est pendant 3 mois, il y a un mètre de neige et tu peux rien faire à part de la muscu, quoi. Et le truc, c'est que une fois que t'as compris ça, bah tu sais que tu vas devoir garder quand même du spécifique tout le temps. Tu vois, typiquement là, si on reprend l'exemple de Mm. ton kayakiste qui a fait que du ski de fond et sans doute très très peu de spécifique pendant l'hiver,
Bah, moi, je serais d'avis de dire, alors après, je connais pas l'activité en elle-même et tout, mais que faut quand même garder une certaine dose de spécifique. Alors après, est-ce que c'est 10%, 20%, 30%, je saurais pas dire. Mais si tu sors totalement du spécifique, c'est bien, tu vois, j'ai coutume de dire, avant d'être un athlète, enfin, avant d'être un spécialiste, il faut être un athlète, et avant d'être un athlète, il faut être en bonne santé. Mais le truc, c'est que si tu te contentes juste d'être en bonne santé, bah en fait, tu fais du sport pour mamie et t'es plus un athlète. Et si tu te contentes juste d'être un athlète, t'es plus un spécialiste. Donc, il faut quand même, dans tout ton cursus, garder des choses pour être un spécialiste, garder des choses pour être un athlète, garder des choses Mm. pour être en bonne santé. Et peut-être que très proche de la compétition, la partie bonne santé, pour être performant, on peut l'oublier un tout petit peu, mais la réduire, mais la garder. Et peut-être que pendant la période hors saison, et bien là, c'est plutôt donner la priorité à être en bonne santé et être un Mm. athlète qu'il faut Ouais, donner. j'aime bien cette vision et ça permet de switcher et de ne pas être catégorique et de toujours être dans un côté ou l'autre. Parce qu'au final, c'est ça le problème, à mon avis, avec beaucoup de la réflexion autour de, que ce soit de la programmation, périodisation et autres, c'est qu'on on veut des modèles et on veut juste un modèle, en fait. Tu veux le modèle gagnant, il faut décider entre le polarisé et le pyramidal, il faut décider entre la force lourde et l'hypertrophie, il faut décider entre des trucs, alors que la conversation, c'est pas où, c'est et. Et c'est savoir comment tu vas Ouais, les articuler et les imbriquer. c'est ça, et surtout à quel Ouais, curseur, dans ouais. quelle proportion, et dans quelle proportion. Et c'est là où effectivement c'est très difficile. Et puis il n'y a pas de format préconçu parce que bah, le passif de la personne que tu as en face de toi, il va tout faire. C'est-à-dire que si ton athlète, je dis n'importe quoi, mais il vient du triathlon, il s'est entraîné 20 heures par semaine. Et, tu vois, j'ai un gars en suivi, donc c'est un ancien, il a 65 ans, le mec il a fait 13 Ironman. Et à l'époque où l'Ironman c'était pas à la mode comme aujourd'hui, c'était vraiment des fous malades quoi. Euh, Lui, évidemment que la manière dont je vais l'entraîner, elle va être énormément dépendante de ça. C'est-à-dire il a réussi à acquérir au travers de ça une énorme capacité de travail et base d'entraînement. Et même à 65 ans, bah, s'entraîner 25 heures par semaine, c'était la norme. Donc, pour lui, ce sera facile d'avoir des séances longues, ce sera normal d'avoir des séances avec beaucoup de choses dedans, il pourra tolérer du volume et tout, parce que pendant ces années-là, il a créé une Hmm. telle base de capacité de travail qu'en fait, c'est une banque qui est presque inépuisable maintenant. Et à l'inverse, tu prends quelqu'un qui vient tu sais, qui est peut-être un petit peu sédentaire, etc., et qui se lance juste dans le sport, bah lui, tu vas devoir créer toute cette base de capacité de travail et ça va te prendre un temps Et infini. après, on peut même rajouter une couche là-dessus et parler de la spécificité de la base vis-à-vis de la discipline. Bien J'ai sûr. un cas d'un des coachs qui était dans mon mastermind là, en saison 3, Thibaut, qui est dans le sud-ouest et qui vient du rugby. Il vient du rugby pro. Il a fait 13 ans, je crois, de rugby en tant que professionnel. Et forcément, quand il est sorti du rugby pro et qu'il est parti explorer les sports d'endurance parce qu'il kiffait ça, eh ben, il a pu s'entraîner comme un bourrin parce qu'il avait la capacité de travail. Mais est-ce qu'il avait la capacité de tolérance de course à pied sur du béton en continu, chose qu'il n'a pas faite pendant toutes ces années de Très, rugby? Tu vois, donc, très malgré faible, ouais. l'énorme base de travail, il n'avait pas cette base de travail spécifique qui était nécessaire pour encaisser des kills et des kills de course à pied sur du béton. Et c'est ça qui lui a fait défaut. Alors forcément, c'est toujours des apprentissages et il y aura toujours des choses comme ça à gérer. Mais voilà, base de travail ne veut pas nécessairement dire, par exemple, si on prend le power, on pourrait très, très bien dire que une base de travail en endurance, ça ne veut pas dire que tu auras la résilience tissulaire et structurelle pour assumer des grosses charges et des gros volumes en force tout de suite. Ça, il va falloir aussi le construire parce que c'est pas le même type de charge. Bah, c'est sûr que un judoka, il s'en sortira a priori mieux dans le Ouais, powerlifting ouais, qu'un footeux. voilà, À l'inverse, à l'Irox, un footeux, il s'en sortira très probablement on mieux est qu'un d'accord. judoka. Euh, c'est sûr que ça va être plus facile pour un footeux d'accumuler du volume de course à pied, puis il aura sans doute déjà une bien meilleure VO2 parce qu'il l'aura travaillé étant jeune, mais sans s'en rendre compte. Mais bon, bah, il a passé son temps à courir après un ballon. Et tous ces trucs-là, c'est sûr que le bagage, il est hyper important à prendre. Et en fonction du bagage de la tête, moi, la première chose que je demande à quelqu'un quand je travaille avec lui, c'est ses Mhm. objectifs. La deuxième chose, c'est ses contraintes. Et la troisième chose, c'est son bagage. Voilà. Et une fois que j'ai ça, que j'ai les objectifs, les contraintes et le bagage, bah déjà, je sais où je vais. Mais tout part de là. Et s'il me manque une de ces trois informations-là,
bah, je peux pas faire la programmation. Je peux pas, c'est Ouais, et impossible. ça revient à cette idée que la programmation, c'est pas une histoire de tu as une page blanche et c'est à toi de la remplir. C'est qu'au final, tu as déjà une grande partie de l'information qu'il te faut pour faire le travail. Après, Et il il y y a a des des trous à trous. remplir, mais au final, c'est pas aussi vide que ce qu'on pense au départ. C'est bien moins vide si tu sais poser les bonnes questions et tu sais au final juste te tourner vers la personne que tu souhaites accompagner, parce que typiquement, c'est la personne qui a toutes les réponses que tu cherches. Et c'est pour ça qu'avec l'expérience, c'est bien moins long de faire une programmation parce qu'en fait, c'est Hmm. déjà pré-rempli. Justement par ça, c'est-à-dire bah j'ai son objectif, donc bah je sais je sais vers quoi je vais tendre. J'ai ses contraintes, donc je sais combien de séances je vais lui mettre et combien de temps elles vont durer et tout ça, et avec quel matériel. Et j'ai son bagage, donc je connais ses besoins par rapport à son objectif. Et là, en fait, bah ça va tout seul. Alors que quand t'es jeune coach et que t'as que des pages blanches, bah effectivement, tu passes un temps fou et tu te dis oh là là c'est long. En fait, bah quand tu sais quoi faire, non, c'est pas long. Comme tu l'as entendu, la programmation, c'est pas si compliqué que ça si tu sais poser les bonnes questions et réfléchir avec des principes plutôt que d'utiliser des méthodes à la mode ou encore pire, la dernière séance cool que tu as vue sur Insta. Alors si tu es coach, prépa physique ou kiné et que tu veux développer un vrai système de réflexion pour t'aider à planifier l'endurance de tes sportifs, tes athlètes ou tes patients, tu retrouveras les détails concernant ma formation accompagnée sur 12 semaines dans la description de ce podcast et reste bien jusqu'à la fin de cet épisode pour entendre les retours des élèves déjà formés. Pour revenir sur l'endurance et sur ce que toi, tu as mis en place, donc tu as parlé du fait que tu as d'abord commencé avec des ergos, du vélo, puis de la course à pied. Concrètement, qu'est-ce que tu as ressenti sur ton travail de force, ton travail sur les barres? Quel bénéfice aujourd'hui tu peux décrire de l'endurance pour un sport comme la force athlétique? Euh, c'est un vrai bénéfice indirect qui est vraiment sur parce que le fait de faire du vélo va pas te rendre plus fort au squat. Ça c'est vrai pour une sédentaire de 55 ans, tu vois. Mais pour un spécialiste, ça va pas te rendre plus fort directement. Par contre, indirectement, tu vas avoir énormément de bienfaits sur euh, le volume que tu pourras tolérer. Et en fait, tu te retrouves à un moment donné où ta limite, c'est ta capacité à encaisser du volume ou à encaisser de l'intensité. C'est-à-dire que tu ne peux plus, vu que tu as déjà un bon niveau, tu dois produire un plus gros stress pour produire des grosses adaptations. Parce que ton niveau est déjà très élevé, donc tu dois aller sur un stress très élevé pour produire des adaptations. Le problème, c'est que tu te retrouves dans une situation où ton corps, mécaniquement ou physiologiquement, il n'est plus en mesure de tolérer un stress aussi haut. Et là, c'est vraiment problématique parce que bah, il t'en faudrait plus pour progresser, mais si t'en mets plus, tu vas pas le tolérer. Donc ça marche pas. Donc tu vas devoir, et grâce à l'endurance, bah, tu peux améliorer ta capacité à en tolérer plus, et donc du coup, bah, tu peux faire remonter le curseur du stress, notamment via le volume, et puis bah, aussi sur ce qu'on disait sur la variété de mouvements et tout ça, parce que ça te permet de contrebalancer un petit peu plus ce que tu faisais. Tu vois, j'avais des petites douleurs au bas du dos. Le fait de courir, bah, tu es en extension lombaire, tu as des rotations du bassin droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. En fait, ça te remet un nouveau mouvement que tu Hmm. n'avais plus du tout au niveau du bassin. Et ça m'a fait un petit peu disparaître les douleurs au bas du dos. Mais parce que... et donc, bah, ça devient une forme de Mackenzie qui te permet de tolérer plus de flexion et tout ça sur ton squat et sur ton soulevé de terre et tout ça. Donc, c'est vraiment des bénéfices indirects. C'est bien que tu le dises, parce que souvent, je pense que quand on considère différentes modalités ou différentes approches d'entraînement dans un contexte de performance, on essaie toujours de chercher la ligne directe, le lien causal entre je vais faire ça et donc je vais soulever 5 kilos de plus, je vais faire ça et donc je vais enlever 3 minutes sur mon 10 kilos, alors que alors, il y a forcément les facteurs spécifiques qui vont directement influencer les perfs, mais quand tu sors de l'ultra spécifique, eh ben, il faut se contenter, entre guillemets, de l'effet indirect, en sachant que peut-être que, je ne sais pas si ça, tu serais d'accord, mais j'ai l'impression que plus tu avances dans ton âge d'entraînement dans une discipline, et plus ce levier indirect, il doit être utilisé, ou en tout cas, tu ne peux pas le négliger pour toujours, parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'il te faut pour continuer à progresser. Tu as parlé de cette courbe d'adaptation qui s'aplatit au final avec l'expérience et le temps. Bah, tu vois, 100%. C'est-à-dire que à un moment donné, les adaptations liées à ce que tu fais depuis longtemps,
elles sont minimes. Tu vois, c'est la règle des 80-20. C'est-à-dire que tu vas devoir investir beaucoup de Mhm. ressources pour des résultats qui seront vraiment minimes. Alors que dans mon cas pour le cardio, comme j'avais un niveau qui était vraiment très bas, avec des ressources minimes, j'ai eu des résultats vraiment maximaux. Et il faut vraiment se poser la question de ce ratio coût-bénéfice, à savoir, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir investir qui sera le plus rentable? Et moi, je me suis vraiment retrouvé à ce moment-là où bah, c'était le cardio. Parce que bah, mon niveau s'était trop dégradé, ma capacité de travail aussi. Et puis bah aussi, il y a un peu ces impacts négatifs, tu vois, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et là, c'est vraiment ce qu'on ne voit pas, mais c'est l'impact sur mon sommeil du très spécifique et du très lourd, tu vois, au niveau du système nerveux sympathique. Et en fait, ça, avec du travail cardio, tu viens Mhm. le compenser. Tu es beaucoup plus dans le parasympathique. Du coup, tu dors un petit peu mieux. Donc, du coup, ta récupération elle est d'un petit peu meilleure qualité. Et donc, du coup, tu peux encore assimiler un peu mieux. Et tu vois, tu as tout cet aspect vertueux. T'as plus de mitochondries, donc a priori, c'est un petit peu mieux pour ta santé, c'est un petit peu mieux pour ton microbiote, c'est un petit peu mieux pour Mhm. plein, plein de trucs. Et en fait, tu as tous ces effets en cascade qui se voient pas directement, mais qui en fait sont ultra Mhm. bénéfiques. Euh, alors, où il faut placer le curseur, ça c'est une vraie question. Comment il faut polariser l'intensité de ton cardio quand tu veux développer la force, ça c'est une autre question parce que bah si tu veux optimiser, il faudrait mettre et de l'intensité et de la basse intensité, mais après si tu commences à mettre de l'intensité, bah, du coup, c'est de l'intensité et des ressources que tu peux pas mettre sur ton travail de force. Donc, est-ce que t'es pas en train de trop t'éloigner du truc? Ça, c'est une vraie discussion à avoir, quoi. Par rapport à ton expérience là-dessus, sur les différents tests que tu as faits sur toi, le fait de courir des Aerox, le fait de faire du vélo, le fait d'inclure tout ça dans ta préparation, pour, pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as trouvé qui fonctionne bien et qu'est-ce que tu as trouvé qui fonctionne moins bien ou qui te semble causer d'autres problèmes? Pense que faut pas forcément tomber dans le. Alors, quand tu commences juste et que t'en fais très peu, une ou deux séances, faut pas vouloir aller trop vite et faut faire des Mm. petits trucs. Ça suffit en fait. Et puis bah, tu vas avoir les gains du débutant qui sont des gains Mm. faciles et rapides. Sauf si tu as un énorme bagage cardio, t'es un ancien footeux ou je sais pas quoi, bah là, entre guillemets, les gains de base, tu les as déjà, donc ça va pas suffire. Mais déjà, il faut pas hésiter à faire pas trop, tu vois. Juste un tout petit peu, c'est déjà bien, tu vois. Euh, et après, je pense qu'il faut pas forcément chercher à mettre une. Mon erreur, ça a été de trop vouloir mettre de la basse intensité trop. Et je pense que même si c'est un sport qui est à dominante d'intensité, c'est bien d'avoir de l'intensité dans ta semaine. Dans mon cas, moi, je le ressens vraiment, tu sais, pour cet effet chasse d'eau de l'intensité au niveau des douleurs nerveuses. C'est-à-dire que je le ressens, si je suis 10, 15 jours sans faire d'intensité cardio, je vais avoir tu sais, les petites douleurs Mm. fantômes dont tu parlais tout à l'heure, là. Je vais avoir ces trucs-là qui apparaissent. Et il y a un vrai effet de la haute et de la très haute intensité sur les douleurs nerveuses et les petites douleurs à la con en fait, qui se dissipent. Et c'est pas grand-chose, mais bah, une toute petite douleur, ça vient inhiber ta performance derrière. Et le fait de mettre de l'intensité, tu vois, à un moment donné, je l'avais Mm. trop enlevé l'intensité. Le fait d'avoir trop enlevé l'intensité, bah, j'avais des petites douleurs qui revenaient. Et après, c'est le cercle vicieux. Tu te dis, bah, j'ai des petites douleurs, du coup, je vais pas faire d'intensité parce que ça va être pire. Et vu que je fais pas d'intensité, bah, les petites douleurs, elles restent, elles restent, elles restent, elles restent. Et la basse intensité, c'est pas mieux. Donc, faut pas hésiter à quand même en faire un petit peu de la haute intensité ou de la très haute intensité, d'autant que un powerlifter, bah, il est fait pour ça, entre guillemets. Donc, vu que tu es bon là-dedans, tu vois, moi, si je vais faire un 10 x 400, par exemple, bah, mon temps de 10 x 400, enfin, la performance que je vais faire sur le 10 x 400, il est très très bon et, pas, et bien meilleur que ce que je pourrais faire sur un 10 Mm. km, en fait. Si tu prends mon temps de 10 x 400 et que tu fais un calcul, bah, je peux courir le 10 kg en moins de 45 minutes. Sauf que la vérité, c'est que jamais de la vie, je cours un 10 kg en moins de Ouais, 45 et c'est minutes, tu là vois. aussi que comprendre la personne que tu as en face de toi ou la personne que tu es, si c'est toi qui prends tes décisions d'entraînement, c'est intégral à la réussite. Je me rappelle, il y a 3 semaines en arrière, je suis allé donner 2 jours de formation dans un CQP chez Flora à Thoiry. Je te salue Flora si tu nous écoutes.
Il y avait un chouette groupe d'élèves qui étaient présents. Et il y avait deux bonhommes qui viennent du body et qui sont à fond dedans et qui avaient un petit peu de peine avec le concept d'endurance et qui voyaient pas trop l'intérêt et qui étaient un petit peu endormis. Alors, ils étaient réveillés dans le sens où ils posaient des questions, etc. Mais ça les a moyennement chauffés. Par contre, dès qu'on est parti sur la partie pratique et que je leur ai dit, vous les boys, vous allez faire des Mm. Wingate, vous allez faire des 30 secondes à bloc, on va voir qui peut pousser le maximum de watts sur le bike erg. Tout de suite, ils s'étaient réveillés, tout de suite, ils étaient là. Et forcément, c'était bien plus dur quand ils ont dû faire du 5 sur 10, du 6 sur 10 pendant 4 minutes. Ah, ils étaient au bout de leur vie, c'était dur, ils avaient mal aux cuisses, ça piquait. Quand il fallait envoyer 1250 watts sur le bike erg, il y avait plus de problème. Après, ils étaient Ouais. à l'agonie après pendant 15 minutes, mais faire le taf, ils le faisaient. Donc, comme tu as dit, adapter aussi l'approche à la personne, ce pourquoi tu es fait. Et une chose sur laquelle je suis revenu assez récemment, j'ai fait une vidéo, je crois, hier sur ma chaîne YouTube sur le sujet, le fait que la basse intensité, c'est cool, mais que pour débuter, c'est peut-être pas la meilleure idée, surtout si tu aimes bien t'envoyer. En sachant que avec la haute et la très haute intensité, tant que tu le fais de manière. Alors, tu vas pas taper des sprints en côte alors que tu n'as jamais couru, parce que là, forcément, tu vas avoir des problèmes et ça va être même plus rapide qu'une périostite, ça va être un ischio, ça va être un truc comme ça. Mais si tu le fais, par exemple, sur un vélo, si tu as envie de te mettre d'équerre sur des sprints à vélo, mais vas-y, fais-le. Et en plus, ça va payer. En plus, tu vas avoir des adaptations qui seront rapides. Tu vas avoir un retour sur investissement. Tu vas avoir une certaine motivation qui va venir de ça. Et ça, c'est des choses qu'on veut développer aussi dans le processus. Bah, il y a cette notion de Ouais. rentabilité, c'est-à-dire que tu fais 10 minutes de Wingate sur un vélo, en très peu de temps, tu as rentabilisé les 10 minutes, quoi. Alors que bah, de la zone 2, si tu fais 10 minutes de zone 2, je suis pas sûr que tu rentabilises Mm. grand-chose, quoi. Donc il y a cet aspect-là. Après, dans le cas du powerlifter, je pense qu'il faut quand même garder de la basse intensité de manière majoritaire parce que si parce que l'activité en elle-même, elle est quand même à dominante d'intensité et à dominante sympathique. Donc je pense que ce rééquilibrage du parasympathique, elle est vraiment importante et je pense que un powerlifter qui pourrait faire du cardio que une fois dans la semaine, je lui conseillerais de Mm. privilégier la zone 2. Par contre, à partir du moment où tu passes à 2, je suis pas sûr que la polarisation à 80-20, comme on peut le voir, etc., soit forcément pertinente pour un powerlifter. Et je pense que un pour un, tu vois, une séance d'intensité, une séance de basse intensité, ça suffit. Et par contre, bien réfléchir à la modalité, effectivement, parce que si tu vas sur une piste et que tu commences à courir vite, et que tu n'as pas les prérequis, ça risque effectivement de pas bien se passer et que tu te fasses mal. Donc il faut vraiment y aller. Donc le vélo, ce que tu disais, les Wingate, c'est très bien. Je pense que c'est la bonne porte d'entrée pour l'intensité, euh, pour quelqu'un qui est pas habitué forcément à courir ou des choses comme ça, tu vois. Je voulais ton avis sur un truc. On parle souvent du fait que les adaptations en force, elles se passent plus rapidement que les adaptations en endurance. Et j'ai eu cette Mm. réflexion récemment et je me demande si c'est cohérent. Je pense que ce qu'on voit souvent ou ce qu'on voit de manière prédominante dans les premières semaines d'un entraînement en force, lorsque tu n'as pas de passif là-dedans, c'est en gros des adaptations au niveau de ton système nerveux. Ta capacité à recruter une certaine masse musculaire, c'est l'influx nerveux, littéralement, la commande motrice que tu vas pouvoir développer rapidement et qui va vite changer sans nécessairement pouvoir mesurer une augmentation de masse musculaire, mais ta barre, elle est plus lourde, tu pousses plus en force, etc. Et c'est intéressant parce que sur le côté de l'endurance, quand on me demande à quelle vitesse viennent les adaptations en endurance, combien de temps ça prend pour voir X, Y, Z changements, moi, les changements les plus rapides que j'ai vus, ils sont de l'ordre nerveux, notamment sur ce rééquilibrage dont tu parlais du système autonome, avec par exemple des crossfitters qui étaient d'équerre H24 et qui venaient mettre un peu de basse intensité et en 2 semaines, qui sentaient une différence sur leur humeur, leur qualité de sommeil, leur récupération, sans que ce soit un volume énorme ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que dans ce sens-là, autant sur le côté endurance que le côté force, en fait, le système nerveux, il a une plasticité, il a un temps d'adaptation qui est bien plus court que les autres systèmes physiologiques, musculaires, etc. Et donc, c'est ça qu'on va voir en premier, en fait. Je dirais même plus loin. euh, Plus on est fort et mieux on réagit bien Mm. nerveusement à tout. C'est-à-dire que tu fais faire un Pulse and Rise à quelqu'un
qui est très fort, un powerlifter très fort, qui a un très bon système nerveux, il va débloquer énormément d'amplitude. Tu fais faire un Pile and Rise à un sédentaire qui a un système nerveux inexistant, il va débloquer très peu d'amplitude. Parce qu'en fait, le système nerveux, il est entraînable. Et donc, en fait, plus tu vas être fort et plus tu auras un système nerveux efficient, plus tu pourras bénéficier d'adaptations nerveuses rapides. Et ça peut aller sur le vélo, ça peut aller sur tout. Euh, et après, pour ce qui est des adaptations nerveuses, effectivement, bah, les premiers bienfaits, ils sont, j'ai envie de dire, sur le parasympathique, ils sont immédiats. C'est-à-dire que tu n'as jamais fait de cardio et tout, tu fais 20-30 minutes de basse intensité, déjà direct, dans la seconde, enfin dans les minutes qui suivent, tu Ouais. sens les bienfaits. Donc déjà, ça, enfin, il n'y a pas besoin d'études pour le démontrer, quoi. C'est une évidence. Après, l'aspect évolution physiologique et adaptation physiologique, bah, je pense quand même que ça va très vite au début, malgré tout, parce que c'est toujours pareil, c'est Mm. inhérent à ton niveau. Euh, et après, effectivement, bah, il va falloir investir de plus en plus de temps et d'énergie pour avoir des résultats de moins en moins gros. Ça, c'est universel. Mais les premiers résultats, même sur le cardio, ils se font en quelques jours. Enfin, quelques jours, en quelques semaines, on va dire, tu vois, sur le cardio et tout ça. Et pour ce qui est du nerveux, même pour un powerlifter de très haut niveau, moi, je. Je vais pas dire que je suis de très haut niveau, ça serait, voilà, mais un powerlifter de bon niveau, tu. En 4 5 6 semaines, je retrouve mon système, enfin mon niveau de force, juste en faisant des barres, en montant progressivement, en 4 5 6 semaines, je me réadapte en fait. Donc ça va extrêmement vite sur l'aspect nerveux, Et ça c'est vrai. typiquement, je me rappelle quand je faisais de l'haltéro, en lisant là-dessus un petit peu, c'était aussi l'idée que si tu arrêtes de faire des max pendant un petit peu de temps, tu vas perdre cette capacité à faire des max, mais ça a plus à faire avec l'influx nerveux et ce recrutement-là. Mais comme tu viens de le dire là, c'est quelque chose qui revient assez vite parce que tu n'as pas perdu de masse. T'as pas baissé tes barres max parce que tu as perdu Ouais, en force, en muscle. C'est pas ton muscle qui est moins fort, c'est juste que ton cerveau, il est plus capable de recruter autant de muscles qu'avant. il Ouais, réagit moins bien sûr. bien. Mais ça, c'est un problème qu'on peut rencontrer souvent en force, c'est des gens qui veulent un peu se rassurer et être capables de faire des barres toute l'année. Euh, Bon, après, c'est dans beaucoup de Il n'y a sports pas comme que la ça. force. Euh, Ouais, bah, ouais, j'allais dire c'est un peu dans tous les sports comme ça. Mais l'enjeu, moi en tant que coach, c'est je sais qu'en 4 à 6 semaines, mon athlète nerveusement, je lui mets des singles et je fais une montée progressive sur les singles. En 4 à 6 semaines, je sais que nerveusement il sera présent et que ça ira. Et c'est pour ça que pendant toute la période que je vais avoir, moi l'enjeu, euh, ça va être de développer sa baseline et de développer sa capacité de travail, son tonnage, son volume, etc., etc. Et je me dis que si j'ai fait monter sa capacité de travail et son volume et qu'il est capable, je sais pas moi, un 4x4 de le faire plus lourd que ce qu'il faisait 6 mois en arrière, à partir du moment où je vais remettre de la spécificité et de l'adaptation nerveuse là-dessus, bah typiquement j'aurai les gains directs. Mais par contre, le problème c'est que si je lui mets de l'adaptation nerveuse en permanence, je vais le sursolliciter et et il y a cette notion un petit peu de s'immuniser à un stimuli à force de trop l'exploiter. Donc il y a des stimuli qu'on cherche, alors soit à utiliser par vague, et c'est pour ça qu'on programme par bloc et qu'on descend et qu'on remonte et tout ça, pour oublier un peu le stimuli, remonter, etc. Soit juste en faisant peu d'adaptation nerveuse pendant une période où on n'en a pas besoin, et on va juste se concentrer sur la base de travail, la capacité de travail et essayer de créer la baseline la plus haute et la plus large possible. Et ensuite, quand je ferai de l'adaptation nerveuse, bah, naturellement, mon sommet de pyramide, il sera bien meilleur. Mais j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour faire de l'adaptation nerveuse. Je voulais revenir sur un truc que tu as cité précédemment, qui était que toutes ces recherches que tu as faites et ces expérimentations que tu as faites dans les sports d'endurance t'ont aidé aussi ou ont fait évoluer ta perspective sur la planification en force athlétique, ou en tout cas dans ta vision globale de la Mm. planification. Tu peux parler de qu'est-ce que tu es allé... Alors, on sait ce que tu es allé chercher et tu l'as trouvé, mais qu'est-ce que tu as ramené des sports d'endurance vis-à-vis de la programmation en elle-même qui t'aide aujourd'hui à faire ton taf, que ce soit pour la force athlétique ou d'autres sports? Bah, en fait, des trucs qui peuvent paraître un peu basiques, tu vois, mais qui, en force athlétique, sont pas forcément ou étaient pas forcément à ce moment-là très connus, populaires, etc. C'est juste la gestion des quatre facteurs spécificité, volume, fréquence, Mm. intensité, tu vois.
et l'aspect polarisation de l'entraînement, euh, de comprendre que bon alors, je pense pas qu'on ait besoin d'un 80, que le 80-20 dans le développement de la force il soit forcément adapté, c'est peut-être pas suffisant parce que c'est pas tout à fait la même spécialisation et la même spécialité. Et tu vois, quand on regarde l'entraînement d'endurance, c'est le Hmm. tout volume. En gros, la phrase qu'on entend beaucoup, c'est plus on aura un volume élevé, plus on sera fort, à quelque chose près, quoi. Euh, Dans la force athlétique, c'est pas forcément vrai, c'est pas vrai comme ça, parce que l'objectif final, c'est pas d'avoir le plus haut volume d'entraînement possible et de tolérer le plus de volume possible. L'objectif final, c'est de soulever le plus lourd possible. Donc, la question, elle serait plutôt autour de l'intensité. C'est la capacité à monter plus Hmm. en intensité. Et tous ces trucs-là, en fait, bah ouais, ça m'a vraiment permis de mieux structurer ce que je pouvais faire et de mieux comprendre un petit peu ce que je faisais. Et puis, cette notion de je crée une base en me basant un peu plus sur le tonnage, par exemple, et juste faire monter le tonnage moyen de mon athlète. Donc, le volume total multiplié par la charge, donc l'intensité, ça me donne un tonnage. Et je sais que si mon athlète, je sais pas moi, il est à 15 tonnes en janvier sur son squat, et puis que au mois de juillet sur son squat, il a 15 tonnes semaine en janvier, il a 20 tonnes semaine en juin, avec un niveau de fatigue à peu près égal, normalement, il aura progressé Hmm. entre les deux en fait. Et c'est des trucs basiques et tout, mais qui m'ont permis le fait de les voir en fait avec un autre prisme, ça m'a permis de mieux les comprendre, de mieux les analyser, de mieux les utiliser, de mieux analyser ces données, de mieux comprendre ces données, et, euh, et finalement d'avoir une vision qui est un peu plus moyen et long terme en mode il suffit juste que j'accumule un peu mieux, un peu plus longtemps, et ça suffira pour le faire progresser. J'ai pas besoin de partir sur un truc exotique ou de vouloir rusher le processus, tu vois, c'est accepter et faire confiance au processus. Et ça, c'est un truc qui est très très ancré dans les sports d'endurance et beaucoup moins dans les sports de Et c'est force. intéressant parce que sur les deux plans, toi, tu es sorti de la force athlétique pour aller chercher des choses dans l'endurance que tu as ramené maintenant dans la force athlétique en tant que sportif. Et au même titre qu'en tant que coach, tu es sorti de ta spécificité, de ton sport de prédilection et tu es allé chercher des idées, des principes dans un autre domaine qui t'aide maintenant à mieux faire ton travail. Je me rappelle quand j'étais jeune coach, je vais dire ça il y a 10 ans en arrière, j'avais suivi un séminaire d'un gars qui s'appelle Pat Davidson, un monstre, et quelqu'un qui m'a énormément influencé dans mes premières années de coaching. Et forcément, après le séminaire de 2 jours, je lui disais, ouais, qu'est-ce que tu me conseilles de lire? Qu'est-ce que je dois aller apprendre? Je voulais tout savoir, quoi. Et il m'a dit, sors de l'entraînement. Va lire des bouquins sur la psychologie, va lire des bouquins sur la physique, va lire des bouquins sur l'écologie, sors de l'entraînement et au final développe ta base de connaissances générales. C'est de la préparation intellectuelle générale, la PIG comme je l'appelle maintenant, parce qu'au final on est tellement recentré sur un tout petit truc que comment on dit ça, le paradoxe de la spécialisation, c'est que plus on en apprend sur un truc et en fait tu sais presque tout sur presque rien. Et c'est problématique vu que nous, en tant que coach, on doit garder cette vue d'ensemble. Et donc, il y a un temps pour creuser, il y a un temps pour développer des compétences techniques et des connaissances spécifiques dans un domaine, mais il y a aussi le temps de, OK, il faut que je prenne du recul, il faut que je vois la vue d'ensemble, il faut que j'apprenne d'autres trucs qui vont m'aider peut-être dans ma programmation, peut-être simplement dans la manière dont je parle à mes sportifs et à mes athlètes qui va me permettre de mieux communiquer le message que j'ai à transmettre et qu'au final, c'est un processus dynamique qu'il faut respecter. On ne peut pas juste rester figé sur un truc tout le temps. Tu vois, c'est marrant parce que moi j'ai donné un CQP lundi mardi à Montpellier là, et il y a un des élèves qui m'a demandé comment je me formais. Et, euh, et je lui disais que je me formais presque plus sur la force parce qu'en fait, admettons que je passe 10 heures sur un sujet, je vais peut-être améliorer mes compétences et mes capacités, mes connaissances de à peine 1%, alors que, parce que je sais déjà beaucoup de choses, sans tout savoir, mais je sais déjà beaucoup de choses, alors que si je vais consacrer ces 10 heures-là à un autre sujet, je vais peut-être gagner 10, 15, 20% de connaissances parce que je connais pas grand-chose. Donc le niveau de rentabilité, il est bien plus important. Et c'est ce qu'on disait sur C'est l'entraînement la, tout c'est à la l'heure. même courbe Et du coup, d'adaptation, la pareil. même courbe d'habituation, Exactement. d'accommodation en fait que tu as. Et plus t'en sais, et plus c'est dur d'en savoir plus et le coût que ça engendre. Exactement. Et du coup, moi, je me suis beaucoup entraîné, enfin beaucoup entraîné, beaucoup renseigné sur l'entraînement d'endurance et tout, ça m'a beaucoup aidé.
Ensuite, bah, beaucoup de choses, là c'est un peu mon sujet du moment sur le microbiote et tout ça, et j'essaye de mieux comprendre ce qui se passe et tout ça, et je me rends compte que... Alors le problème c'est que tu sais, tu tires sur une pelote qui est infinie, parce que plus tu tires de fil, plus il y a de fil. Et ça appelle plein de choses, mais il y a vraiment ouais, cette notion ouais, de prendre du recul et tout ça. Et en tant que pour les futurs coachs, il faut accepter d'essayer d'être le plus global et le plus holistique possible. Et puis bah développer ce que je disais tout à l'heure, ces capacités humaines et cette capacité à lire l'humain, parce que ça c'est fondamental pour les coachs. Il y avait deux, trois personnes qui ont posé des questions sur Insta. Clément, je voulais t'en faire part avant de finir ce podcast que j'ai énormément apprécié au passage. Merci de m'avoir ressollicité. Et je sais qu'on échange un petit peu par période sur Instagram depuis des années maintenant, mais en tout cas, ça a été génial de pouvoir voir ton évolution dans ce que tu as mis en place, parce que vraiment, tu n'as t'as pas juste pensé à un truc, tu l'as fait, tu l'as testé, tu l'as mis en place sur toi, et maintenant je sais à quel point ça affecte tout ce que tu fais avec les gens que tu encadres, que tu coaches et que tu suis. Donc vraiment un plaisir, et je me réjouis d'ici, j'espère moins de 4 ans, parce que on Moins de 4 essaiera d'en ans. refaire un avant ça. Mais je pense voir l'évolution des choses aussi. Encore une fois, j'encourage ceux et celles qui n'avaient pas regardé le premier podcast, épisode numéro 120, lien en description. Allez voir ce podcast-là, et pour voir ce que ça veut dire, l'évolution d'un coach sur 4 ans, l'évolution d'un athlète aussi, et à quel point, en fait, tu sais pas ce que tu sais pas, et il y a tellement de choses à apprendre, et il faut pas avoir peur, au final, de pas être certain de ce que tu sais aujourd'hui, parce que la certitude, à mon avis, c'est un fléau, dans le sens où ça te restreint dans ta capacité à t'ouvrir à de nouvelles choses et à aller chercher de nouvelles connaissances, compétences et autres. Donc, c'est vraiment super à voir. Pour les questions donc, qui ont été posées, Nico demande comment est-ce que tu vas gérer ton emploi du temps en 2026, sport, famille, etc. Ben, je sais pas exactement. Bah, pour ceux que je vais être papa là en avril. Félicitations à Donc du vous. coup, ça va un peu faire évoluer les choses. On va essayer de faire ce que je prêche, c'est-à-dire accepter d'en faire un petit peu moins et de Mm. laisser passer l'orage, hein. Bah, il y aura une grosse inconnue qui est comment je vais dormir. Et puis bah en fonction de ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure, bah, je sais pas comment je vais dormir. Donc ça va être le principal truc. Donc je vais essayer de tout gérer au mieux, et très probablement que le curseur de l'entraînement, c'est celui qui sera le plus affecté, parce que celui du travail, il peut pas forcément l'être. Et celui de la famille, il peut pas être adapté du tout. Donc ce sera plutôt l'entraînement, et tel que je le vois, bah, des séances peut-être un peu plus courtes, un peu moins intenses. Peut-être passer un peu plus dans la période être en Mm. bonne santé, être un athlète, et puis bah, la période de spécialiste, pour le coup, le curseur de la spécialisation, le mettre de côté. Et puis au fur et à mesure que ça ira mieux, faire reglisser en fonction de mes objectifs du moment et de quand ce sera, etc., etc. Mais il y a beaucoup d'inconnus, c'est sûr. Emma demande quelle est la pire erreur sportive que tu aies fait et qu'est-ce qu'elle t'a apporté. Quelle est la pire erreur sportive que j'ai fait? Bah, je pense que ça a été de vouloir de pas m'écouter, de vouloir aller tout le temps plus vite, et de me dire vas-y, ça va passer, vas-y, ça va passer, vas-y, je force quand même, je force quand même, je force quand même. Euh, Après, on a toujours tu sais, le côté no pain no gain, et puis le côté la résilience, le machin et tout. Bon, c'est bien d'être résilient, mais il faut pas que la résilience te rende débile en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai fait. Et le problème, c'est que quand tu as trop poussé sur la corde à des moments, bah, dans une certaine mesure, il y a des choses qui sont irréversibles, tu vois. C'est-à-dire que bah, tes tissus, ils sont... Enfin, un tissu qui a été blessé, lésé, etc., il est toujours plus fragile qu'un autre, et donc plus sensible qu'un autre, et il te rappelle à l'ordre. Donc des fois, ne pas s'écouter, c'est se tirer une balle dans le pied pour la suite, et ça se passe pas bien, quoi. Et pour finir, il y a Mika qui nous parle de tes services de coaching. On en a parlé tout au long de ce podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu proposes aux athlètes, aux sportifs et aux personnes que tu suis, que tu encadres? Ouais, bah, moi, donc, je fais surtout des suivis pour du développement de la force. C'est le gros de mon activité, donc en strongman, en haltéro et en powerlifting. De plus en plus, j'ai des gens qui me contactent pour des trucs un petit peu hybrides,
des prépas Aerox et tout. Là, j'ai une athlète qui s'est qualifiée pour les championnats du monde d'Aerox à Stockholm. Là, elle avait gagné l'Aerox Bravo. Pro de Bordeaux. Donc, ça m'intéresse aussi parce que je me diversifie un petit peu là-dessus. Puis ça m'ouvre les horizons, même si je passe beaucoup plus de temps sur une prog Aerox pour l'instant que sur une prog de force, mais c'est stimulant. Puis comment ça se passe? C'est que des suivis individualisés que je fais, c'est pas du tout des suivis. Enfin, il n'y a pas de programme ou de choses comme ça, c'est vraiment du suivi individualisé, c'est-à-dire que je fais une consultation avec la personne, je lui pose les 3 questions. Quel est ton objectif? Quelles sont tes contraintes? Et quel est ton bagage? Bon, après, il y a d'autres questions, mais ça, c'est les réponses que je veux. Et puis après, en fonction de ça, je fais un programme et le programme, on le fait évoluer chaque semaine et je fais des suivis comme ça. Et j'ai une plateforme de coaching que j'ai avec mon associé Alexandre qui s'appelle Smart Power System. Et donc, vous pouvez aussi nous contacter directement sur Smart Power System ou alors moi me contacter directement sur Instagram si vous voulez pour en savoir plus sur les suivis. C'est génial, tes infos seront dans la description. Donc pour ceux et celles qui seraient intéressés à en savoir plus, n'hésitez pas à aller contacter directement Clément. Clément, merci encore. C'était vraiment un plaisir de reprendre ce petit temps avec toi et d'échanger, de voir tout ce que tu as mis en place, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné aussi, et en tirer les apprentissages. Et merci de l'avoir partagé avec toute la communauté. Écoute, merci à toi de m'avoir invité, puis de faire ton podcast, parce que bon, ça fait quand même partie des très bons podcasts francophones, donc faut savoir. Merci beaucoup, et je te dis à bientôt pour le prochain podcast alors. Ouais. Salut. Le Mastermind Endurance, c'est pour les coachs prépa physique kiné qui souhaitent comprendre et programmer l'endurance pour leurs sportifs, athlètes, patients. C'est comme si on était à l'école, mais en distanciel. Ça permet de se former plus rapidement et de la meilleure des façons. La mise en pratique tout de suite, ça quand t'es professionnel, c'est vraiment top. Ça rend les choses beaucoup plus simples quand on se pose devant une feuille pour écrire un programme. Le fait d'essayer de synthétiser toute ma pensée autour de l'endurance sur 12 semaines de formation. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire, sans trop d'informations. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. Le fait aussi d'avoir chaque semaine un chapitre, t'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. La plateforme, elle est intuitive, il y a juste à cliquer, tout est à dispo. Avec les retours qui ont été extrêmement positifs. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai eue. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment très très bien. Je suis très satisfait. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro dans ce que je proposais. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Et c'est via l'échange, via les questions qu'on peut vraiment faire une différence. Et puis cette dynamique qu'on a eue au niveau du groupe et qu'on continue à avoir aussi, franchement c'est top. C'est pas juste des vidéos à regarder, c'est un groupe. Il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe d'échange tous les dimanches soirs où on discute, où on se pose des questions, où on se challenge un petit peu. Le fait d'avoir un groupe, d'avoir les réunions le dimanche, d'avoir vraiment des vrais exercices à faire pratiques. C'est ce suivi-là en fait, d'avoir ces rendez-vous réguliers, ça aide à s'investir un peu plus. On s'entraide parce que ensemble on va plus loin. Maintenant, avec les connaissances que j'ai au niveau du mastermind, ça me permet aussi de voir tout de suite si on va dans la bonne direction ou non. Je me casse plus la tête, je vais beaucoup plus vite à faire mes programmations. Je vois avec mes clients que tout de suite en fait ça fonctionne. Et du coup, c'est plus facile de répondre aux questions, de dire voilà, tu vas faire telle séance, ça va t'apporter à court terme et à long terme ça et ça. Et essayer de maintenir le plus possible cet aspect communautaire, créer une communauté de gens qui veulent réfléchir, qui pensent pas nécessairement tous la même chose, mais qui ont envie de se challenger, de réfléchir et d'avancer pour être meilleurs et essayer de faire un meilleur travail. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi, je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top. En plus, elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement.
Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.